Passe ton ballon. Quand le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mercredi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 22e de la saison ce soir, 22, comme le nombre de matchs qu'il reste à jouer à l'OM avant le 25 mai et la finale de Conference League. 14 journées de championnat, 8 matchs en aller-retour avant de jouer cette finale qui nous attend face à Leicester City à Tirana le 25 mai. Je vous l'ai dit déjà, et oui, on a hâte. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef, dont on a enfin percé le secret, puisqu'il n'est autre qu'une version alternative de Walid Acharchour, venu d'un univers parallèle. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Je ne sais pas comment prendre ce commentaire. Franchement, le tweet que tu sais que la vidéo que tu as mis où tu défends Bamba Dieng, d'ailleurs à juste titre, bravo pour cet avis très pertinent. Merci. Mais le gars qui a cité et qui a dit c'est Walid Acharchour, j'ai hurlé. Franchement, j'ai hurlé. Bon, en vrai, même moi, il m'a fait rire, c'est pour ça que je vous l'ai envoyé. Merci à lui. Mais il y en avait plein comme ça. Il y en avait plein comme ça. Mais, Le pire, c'est qu'en plus, lui-même, Walid, t'a répondu sous ton tweet. Alors là, c'était la rencontre de deux univers. Ouais, après, on a échangé un peu en DM, parce qu'on est un peu avec Walid. Mais on a échangé notamment sur la vidéo. Je lui ai envoyé les tweets marrants et je lui ai dit que c'était de sa faute. mais franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Avant que des tweetos s'en chargent, c'est Romain Canucci qui m'appelle comme ça depuis le début de la saison Phocéen. Mais j'avais jamais fait les rapprochements. C'est vrai qu'il y a un petit truc physiquement. Mais en fait, le truc, c'est que vu que même moi, je trouve qu'on se ressemble, j'évite d'amener le sujet pour pas que ça devienne un running gag, en fait. Faudrait peut-être m'inviter un jour dans Passe le ballon. Oui, pourquoi pas, un jour, on fera une émission arabe qui avec parle grand fort. Ouais, c'est vrai. Ça va être dur de vous couper la parole mutuellement. Je sais pas comment vous allez. Ça va être très drôle. Avec nous également, celui qui vient de terminer de lire l'édition 2022 du Petit Robert et ses 2880 pages, et qui nous en fera d'ailleurs un résumé dans cette émission. Bonsoir. C'était gratuit. Salut Mathieu, salut tout le monde. Ouais, c'est gratuit, mais c'est pas grave, c'est mérité parfois, je reconnais. Bah écoute, il était bien le nouveau dictionnaire ou... Il y a des nouveaux mots un peu trop Jones, tu vois. Non, ça me plaît pas. On perd la langue française là. Déjà, rien que l'utilisation du mot Jones. C'était gratuit, c'était fait exprès, c'était volontaire. Et enfin, le super sub, il est de retour ce soir dans l'émission. Il remplace au pied levé Merwan, actuellement bloqué dans un train. On ne sait pas trop où en France, mais en tout cas, il n'est pas là. Le crack de toute une génération qui milite pour que les joueurs arrivent au stade en survêtement et plus en costard avant les matchs. C'est Azir qui est avec nous. Bonsoir Azir. Bonsoir. Toujours des introductions de très haut niveau, remplaçant de dernière minute, mais très content d'être parmi vous pour cette émission. On va donner les coulisses de l'émission. Donc Merwan nous prévient là, vers 7h que ça va être très difficile pour lui. J'envoie un message à Azir pour lui dire est-ce que tu peux prendre la relève à 19h04. Il répond à 19h05, c'est bon. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est toujours la grosse préparation, les émissions de passage. Déjà, et surtout, on remercie l'éducation nationale de faire en sorte que Azir soit en vacances. Excellent, c'est vrai. Oh, Azir, t'es chez toi, hein. Écoute, installe-toi confortablement, t'es à la maison ici, hein. De toute façon, c'est chez toi. Merci. Les amis, on vous l'avait promis lors de l'émission de la semaine dernière. Ce soir, épisode spécial révisionnisme. Pourquoi va-t-on nos anciens joueurs, nos anciens entraîneurs plus beaux après qu'ils aient quitté le club? Et d'où vient ce besoin d'ailleurs de constamment réécrire l'histoire? C'est un phénomène auquel vous n'avez pas pu échapper sur Twitter, tant c'est une spécialité au sein de toutes les communautés de supporters. Alors ce soir, on va en rigoler un peu. Surtout qu'il y a Azir en plus, on va bien rigoler. Voilà, en plus, Azir, sujet de prédilection. Toujours s'élève contre ça sur Twitter, c'est toujours très drôle. Donc on va se moquer un petit peu de tout ça, on va en rigoler. Et évidemment, je pense que vous avez déjà sans doute une idée de qui on va parler à l'OM. Il y a quelques noms qui doivent être évidents. Franchement, on a été gentils, on est resté sur les 5 dernières années. On aurait pu monter bien plus loin. Ouais. On est resté là un peu dans les années. Au moins, vous avez vécu. Vous pouvez pas dire j'étais petit. Là, vous savez. D'ailleurs, sur le Twitch, là, vous avez déjà une photo de qui va être dans le centre des débats. Ça commence bien, ça annonce la couleur. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat, vous nous envoyez vos noms de joueurs, entraîneurs, dont le passage a été
comment dire, rehaussés de manière inexplicable après leur départ. Voilà. Si vous avez des idées, des suggestions, hein, faites-nous-les on les lira avec grand plaisir. Parce que je pense qu'il y en a énormément à l'OM, donc on va essayer d'en évoquer un maximum ce soir. Du coup, vous avez compris, un programme chargé, donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 22, c'est parti, Idriss, jingle. Passe ton ballon. Le révisionnisme, c'est toujours une grande histoire sur Twitter. Alors en plus, franchement, d'avoir Razir juste pour ce sujet, c'est un signe. Franchement, c'est un signe. Non, mais dis-toi, avant, quand vous avez annoncé la thématique de l'émission, je me suis dit, il faut absolument que je l'écoute. Voilà, avant même de savoir que j'allais remplacer à la dernière minute Marwan, je me suis dit, il faut absolument que je l'écoute parce que c'est vraiment une thématique qui me tient. Après, c'est pas comme si on s'était vu la semaine dernière et que je te l'avais dit aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on l'avait évoqué au campus. Ouais, c'était au campus, on s'était vu au campus et je lui ai dit, il y a une émission qui va te plaire. J'ai dit, avec Mathieu, on a pensé à une émission, ça va te plaire. En plus, on a inventé, entre guillemets, cette émission en toute fin d'émission de la semaine dernière où on a dit, tiens, on va faire une émission sur le révisionnisme. Ça a été improvisé comme ça, mais je pense que ça va être pas mal. Il y a Mathias dans le chat, on le salue. Mathias, salut Sampaoligno aussi, toujours fidèle. Zambolo Dozo. Voilà, on salue tout le monde et merci d'être toujours fidèle au poste. Les gars, pour lancer un petit peu ce débat, cette thématique, j'ai déjà envie de vous poser une première petite question et je la pose notamment à Azir, vu que je l'ai un peu interpellé sur ça sur Twitter aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle un peu trop peu du passage de Clinton N'Jie à l'OM, les gars? Oh punaise, lui, c'est une... je me souviens d'un tweet, je voulais le retrouver quand tu as tweeté, là, quand tu as répondu sur Twitter, mais je l'ai pas retrouvé, mais vraiment peu de temps, mais vraiment, je ne vais pas dire quelques jours, parce que j'exagère aussi, mais quelques semaines après son départ, il y a une personne, un supporter de l'OM, qui a tweeté sérieusement qu'on manquait, en fait, que N'Jie allait manquer à l'Olympique de Marseille, que voilà, c'était une perte. Comme si on avait transféré le joueur du siècle. Et je me suis dit, mais en fait, des fois, tellement je me dis, mais ça troll pas. Toi, comme je disais avec Idriss, avec là, je suis de moins en moins en capacité à déceler le troll ou pas. Mais c'est fou. Je me souviens de ce tweet, mais je pense qu'il était sérieux. Hein. Ah, mais tu sais que le délire de ratio, au début, moi, il m'a fallu bien 3 semaines pour comprendre le truc. Au début, je me dis, mais pourquoi ils mettent tout ça? Alors Idriss, on nous dit dans le chat qu'on c'est moi en n'entend fait. plus. J'avais coupé le micro et j'ai oublié. Ah, voilà. Donc, ça va revenir. Ouais, Ama, il n'a pas encore pris la parole, c'est normal. C'est pour ça. Vas-y, je vais pas répéter merci ce que Zambo, j'ai dit. merci Zambo, Pépichem qui nous ont prévenu, même Sombrero, merci. Tout revient à la normale. Juste pour dire, je vais pas répéter exactement ce que j'ai dit. Lance Ama sur N'Jie. Non mais on va parler d'N'Jie, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, figurez-vous que je me suis amusé à aller voir la définition du mot révisionnisme. On parlait de Petit Robert dans l'introduction là, pour Amaïs. Alors le Larousse dit position idéologique des marxistes partisans de la révision des thèses révolutionnaires en fonction de l'évolution politique, sociale ou économique. Alors je me suis dit non, connaissant le pastis Twitter, ça ne va pas être ça. Il n'y a pas de marxisme. Voilà, il faut chercher quelque chose de plus simple. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé une version simplifiée. Donc ça dit attitude consistant à remettre en cause les bases d'un jugement, d'une idéologie ou d'une période de l'histoire. Et c'est vrai que c'est ça finalement, c'est que on réexamine entre guillemets
un passage d'un joueur qui était pas terrible, hein, et on le rehausse. Tiens, on a NJ là en photo, on va commencer par NJ d'ailleurs, tiens, c'est drôle ça, avant de vraiment d'évoquer, de rentrer dans le vif du sujet sur vraiment le révisionnisme pur et simple. Mais sur NJ, Ama, on t'a pas entendu encore, est-ce que toi tu trouves qu'il manque à l'OM? Je sais même pas pourquoi je te pose la question. Évidemment, on va faire que rigoler dans cette émission, ça va être insupportable. Ses Vas-y, appels Ama. de balle, sa justesse devant les cages, ses célébrations de Thatcher comme si c'était les Brown James, oui, tout ça donc, énormément, évidemment. Non, mais blague à part, oui, NJ fait partie d'une longue liste de joueurs qui ont été moyens, voire mauvais, voire très mauvais à l'OM. Et dès qu'ils mettent un but ou qu'ils font un petit pont et qu'on isole ce moment sur les réseaux sociaux, tu vas toujours trouver des gonzes qui vont dire eh ouais, pourquoi on a fait partie, il manque à l'OM, et t'as. C'est fatigant. Je sais pas d'où ça vient, vraiment. Mais alors, tu sais, Moi, en vrai, ce qui me fait rire, excuse-moi Mathieu, Vas-y. c'est, tu sais, autant des fois ça arrive dans des victoires, je te dis, bon, le mec il veut juste des retweets, c'est gratuit, tu vois. Mais tu sais, le meilleur, c'est quand il y a vraiment, on enchaîne 2-3 défaites, et que là, on cherche des fautifs du coup. Et ouais, mais tu vois pas, Balerdi, il est nul, ramener Zubar, à l'époque, il y avait la Grinta. Genre, tu sais, ça veut expliquer les défaites d'aujourd'hui avec l'absence des anciens, tu vois, il y a 2-3 ans, comme si il y avait un rapport de cause à effet. Je suis surpris que tu n'aies pas pris la photo dont parle Zambolo Dozo dans le chat là. La photo avec le flingue lors du stage de préparation est légendaire avec NJ là. C'est vrai. Je n'ai pas pensé en vrai, mais c'est vrai que c'est. C'est quand même cette préparation. On allait faire du paintball. Hein. On commence à s'étonner après de la sonde de merde qu'on avait les troupes. C'est incroyable. Non mais ce que j'allais dire avant que tu me coupes, Idriss, c'est que j'ai le dénommé Jacques Steller qui m'a interpellé sur Twitter là, dans l'après-midi quand on parlait de l'émission. Et lui, il a une petite explication, et ça va nous permettre d'enchaîner sur ça. Il nous dit les joueurs, plus ils restent, plus on bloque sur leurs défauts, on voit que ça devient des nulos. Et puis ils partent ailleurs, et du coup, on voit que leurs bonnes actions pendant ce temps, et on commence à voir les défauts des nouveaux, on regrette les anciens. Est-ce que le révisionnisme, c'est dû au fait que finalement, quand le joueur n'est plus au club, eh ben, les seules images qu'on voit de lui, c'est quand il marque un but, c'est quand il fait une passe c'est quand il fait, je sais pas, un dribble et tout, et que toutes les conneries qu'il faisait habituellement à l'OM, eh ben, on les voit plus. Est-ce qu'il y a peut-être ça qui explique cela? Oui, totalement. C'est vrai. Oui, totalement. Bon, vas-y. Je vais dire 2 phrases et après je te laisse parler. En soi, c'est vrai, il a raison. Mais est-ce qu'on a déjà vu beaucoup de compiles de NJ depuis son départ? Non, NJ, voilà, non. C'est bon. C'est vrai. Vas-y, je te laisse. Non, mais on peut prendre l'exemple de Radonjic, par exemple, qui est sous contrat à l'OM. Quand il a mis son but là, en Coupe de la Ligue portugaise ou je sais pas quoi, t'as eu des types aussi, ah ouais, il ferait du bien à l'effectif actuel. Non, mais merde, quand même, à un moment donné, faut pas être amnésique et oublier tout ce qu'il a fait de mauvais avec l'OM. Et donc, oui, ce que le gars a dit, je me souviens plus de son pseudo, c'est Jack Steller sur Twitter. Je le salue et c'est très très juste, dans le sens où, selon moi, les réseaux sociaux accentuent énormément le révisionnisme, non seulement parce que, comment dire, à travers les réseaux sociaux, pour se démarquer, prendre une posture qui est différente de la masse, ça permet d'être vu, donc ça entraîne des réactions. Ça répond pas à la question, mais ce qui répond à la question, c'est que, comme vous dites, avec les réseaux sociaux, on peut isoler des moments, et les moments qui nous arrangent. Donc les clubs qui ont les anciens joueurs de l'OM sous contrat, ils vont pas les flinguer, ils vont montrer un geste technique, ils vont montrer un but, ils vont montrer un tacle défensif, un retour salvateur. Et du coup, en tweet cité, tu vas avoir des types qui vont dire l'OM, c'était pas le bon contexte, c'était pas mis dans les bonnes dispositions, ou je ne sais quoi, alors que le mec a peut-être passé 2-3 saisons chez nous et qu'il a été très moyen 90% du temps. Donc oui, les réseaux sociaux accentuent cela, bien évidemment. Après, il y a aussi, de manière générale, on a tendance à être nostalgique, en fait, de manière, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. L'être humain, on va dire, il y a un biais cognitif qui nous pousse à embellir ce qui a été passé en omettant certains pans, certains souvenirs plutôt négatifs. Et ça se ressent aussi dans le foot. Peut-être que c'est plus exacerbé dans le foot et à l'OM plus particulièrement, parce qu'on a tendance à vivre un peu dans le passé, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc peut-être que cet élément-là accentue encore plus la nostalgie qu'on peut avoir, même sur des joueurs qui ont été, comme on l'a dit à Maïs, très très moyens. Moi, c'est aussi ça qui me tue. C'est que
à la limite, qu'on soit nostalgique des joueurs qui, par moment, ont montré des choses intéressantes, qui ont été irréguliers, mais qui avaient Là, un Azir certain parle de potentiel, Radonjic. certaines qualités. Azir Et parle pour de des joueurs qui ont Radonjic. été nuls, du premier jour de leur arrivée à la fête. Faut arrêter. On abuse quand même. On fait ça. Dis des noms. À un match, tu parlais de Radonjic quand il a marqué son but. Ça Mais, va, on y a- peut passer à autre chose Tiens. là. Non, mais attends, on va finir. Non, mais juste pour conclure sur Radonjic, tu parlais de son but, mais il n'y a pas besoin de remonter ce loin. Hier, c'était son anniversaire. Je suis allé voir les réponses et tout cité, parce que l'OM m'a fait un petit tweet pour lui souhaiter son Non, anniversaire. l'OM lui a fait un tweet avant-hier. Donc ils se sont trompés Oui, ils se de sont date. trompés, ces mais ils en ont imbéciles. fait un hier, du coup. Hier, ils ont mis la vidéo de son but contre Brest, donc joli Normal. but et tout. Et je vois les réponses et tweets cités, et ouais, et rendrait service, c'est pourquoi on l'a prêté, et meilleur que Luis Enrique, et voilà. Ah, ça, c'est pas faux. Allez, ça, à la limite, ça se tient. Ah, en Les vrai, gars, pour l'instant, moi je suis d'accord. Luis Enrique a peut-être plus de potentiel. Aujourd'hui, Luis Enrique, il a fait quoi de plus que Radonjic? Ça Non, dépend. mais alors, ok pour Luis Enrique, mais comment tu peux dire Non, mais après, par contre, jamais de la vie, il doit Radonjic rester. serait dans cet effectif et- Non, mais c'est incroyable, surtout quand tu vois comment dire, l'exigence tactique de Sampaoli. Mais Je il vous tient pas 2 imagine, minutes. NR7 dans ce collectif, mais Sampaoli, il pète les plombs, il Non, mais devient imagine la scène, Sampaoli qui donne des consignes tactiques à Radonjic et c'est traduit par Pancho. Non, mais franchement, c'est exceptionnel. L'OM Ah club oui, attends, unique. tu vas pas lui dire half space, machin, piston gauche, que tu coulisses, il connaît pas ça, il prend le ballon, il essaie de Cours. dribbler, c'est tout. En plus, il- Non, en j'ai plus, pas c'est- vu de réaction sous le tweet d'anniversaire, mais ça m'étonne pas, mais c'est En consternant. plus, tu sais, il doit avoir Under faire, il doit se dire, ben moi aussi je suis capable. Donc pourquoi lui et pas moi? Joueur de malade, mais en vrai de vrai, moi il me manque. Parce qu'on ne peut pas se délecter de tous ces moments, de ces moments d'imbécilité. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, vous savez, en plus, Mathieu Azir, on en parlait la dernière fois. Vous savez le délire qu'ont les joueurs pro à chaque fois qu'il y a un anniversaire, de mettre une photo du mec avec lui. Oh là 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 là. Et hier, c'est l'anniversaire de Radonjic. Et tous les messages qu'il y avait sur Insta des anciens de l'OM, Payet, Gay et tout, il y avait marqué Mongolito, abruti, crack. C'était que des trucs un peu péjoratifs, tu vois, pour se foutre de sa gueule. Et tu sais, on en a déjà parlé dans cette émission, mais on a eu un ami qui était proche d'un joueur dans le vestiaire, qui n'est plus au club, et qui nous disait, mais Radonjic, il est bête, il est stupide. Il n'y a pas d'autre mot. Il se passe rien là-haut, quoi. C'est terrible. Mais moi, On a- moi je sais pas si je l'ai raconté en antenne ou pas. Mais en fait, ils sont meilleurs amis dans le vestiaire. C'était Chabrol, il n'y a pas de secret non plus de ouf. Et il parlait avec les autres joueurs, vu qu'il parlait pas français et il parlait très mal anglais, et que la moitié de l'effectif parle pas anglais, et que son seul délire à Radonjic, c'était de jouer à la play. Il disait aux joueurs Chris, Fortnite. C'était son seul moyen de communication. C'était pour dire ce soir Fortnite, voilà. C'est tout. Comment ne pas l'aimer? On a notre ami Axel dans le chat qui nous dit Mitroglou était trop Ouais, il va fort, il arriver. allait à 2000 à l'heure, mais Payet ne voulait pas lui donner le ballon. Oui, ouais, Mitroglou, on va en parler. Ah, Tiens, il aurait fallu isoler le moment mythique, l'un des plus grands moments de l'histoire de Passe ton ballon, où on parle de Mitroglou l'an dernier. c'était- je peux aller le rechercher pour le remettre au montage, mais ça va me demander 5 minutes. Ouais, non, mais... Parce que je sais en plus exactement quel match c'est, enfin, quelle émission c'est, et tout. Déjà, je devais ressortir le tweet et je l'ai pas fait. Faudrait que je le C'est ressorte. pas grave. On va lancer Les le gars, chat. Radonjic, il a 26 ans, je viens de tilter. Je Ouais, il pense a qu'il avait- il a un an de moins que moi. Je crois qu'il avait 2-3 ans de moins. Ah ouais, Ah, quelle c'est- carrière, hein. C'est- 5,96. Mais du coup, est-ce qu'il va revenir là? Parce qu'il est prêté, mais il y a une option. Ah, bah, il y a- après- Bah, Non, il y a une Benfica, option, mais ils il- la lèveront jamais. Il y a une option, Non, mais mais ils il y la a pas... lèveront Après, jamais. tu sais, il peut y avoir une option quasi obligatoire comme nous, Non, il n'y a pas. c'est une avec option. Under, ou si juste si tu te maintiens, tu la lèves. Quoi. Peut-être qu'il y a Non, une- c'est je une suis option. sûr Il a ça signé touche, un là, contrat il de est- combien d'années? Il Il lui a reste signé encore comme un an ça. de contrat. Il avait signé 5 ans. Oh là là. Il a joué Comme Chai 4 Tatsar. Il a joué 98 minutes en championnat à peine cette saison. Non, mais en plus, quand il avait marqué le but dont tu parlais, il était allé dans la tribune, il avait fait chute. Oui, bah, même contre nous, avec nous, quand il avait marqué en Coupe de France contre Ah je sais là plus là. qui, et qu'il avait fait une célébration pendant 1 minute. T'avais envie de lui dire, mais oh, t'étais C'était cheap, contre hein, bon. Granville à Dornano. Oui, Oui, parce que je connais toutes les ouais. célébrations de Radonjic. C'était contre Granville à Dornano et il avait célébré en plus devant le parcage, devant la tribune des mecs de Granville. Donc pas devant les mecs de l'OM. Donc le mec était en guerre contre des supporters dont il se fout complet. C'est un génie. incroyable. Un génie. C'est incroyable. Moi, il me Bon, manque. les gars, Moi, j'irai on partout parlait- il ira. on parlait de nostalgie, on parlait du fait de voir seulement le côté positif des joueurs une fois qu'ils sont partis. Est-ce que vous avez d'autres explications à ce besoin de
de constamment, je dirais, réécrire l'histoire, les gars. Ouais, moi, je vois chez ceux qui font ça un moyen d'exister, en fait. Ouais, ce que je t'ai dit. Ouais. La Sociologiquement posture. parlant, Ama a raison, c'est le principe de la posture, c'est qu'après, ben, ton tweet va être cité, va être liké, va être... et du coup, tu vas engendrer des trucs, et tu vas engendrer des stats sur Twitter, des gens qui ne parlent que de stats. Et du coup, ben, tu vas gagner des abonnés, du coup, ton tweet d'après va faire des trucs. Et rappelle-toi, c'est comme tous ceux qui, tous les 2 mois, sortent la vidéo de Sakai en disant « Oh là là, rappelez-vous le Vélodrome quand c'est comme ça, c'est le meilleur stade du monde, avec la musique de Titanic. » Donc bon, c'est toujours la même chose, tu vois. Ou alors, tu sais, ils te mettent une photo de Lorixana avec hashtag Grinta, donc c'est bon. C'est toujours la même chose, c'est un moyen d'exister, en fait. Parce que autant ce genre d'avis, tu les vois sur les réseaux sociaux, mais moi, autour de moi, j'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue, dans un bar ou quoi, qui m'a dit « Oh, Radonjic, il est vraiment bon. » Tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, Ça existe derrière un C'est un écran. phénomène nouveau? non, je pense que ça a Non, toujours été non, comme ça. Non, je pense que ça a toujours existé, mais c'est juste que là, à travers l'anonymat des réseaux sociaux et tout, bah, tu peux lâcher des avis un peu, comment dire, étonnants, et ça fait parler. Mais le mec, il sait qu'il aura aucune conséquence, entre guillemets, même si on parle juste d'un avis, hein, mais il va pas être moqué, même s'il est moqué, personne le connaît, c'est un pseudo. Alors que dans la vraie vie, il va pas faire ça. S'il est dans un groupe de 5-6 collègues, il va pas dire sérieusement, les gars, je vais vous montrer par A plus B que Radonjic c'est vraiment un bon et que l'entraîneur qui fait pas jouer, c'est vraiment un con. Ça n'existe pas, ça. Bah, moi, oui. Mais non, sinon, non, plus sérieusement, 2 secondes. En plus, au-delà du simple révisionnisme sur le niveau des joueurs, tu sais, il y a le révisionnisme du what if. Je sais que la phrase est un peu chiante, pardon, mais je vais l'expliquer. Moi, par exemple, tu sais, rappelez-vous pendant l'Euro 2016, quand il n'y avait pas Benzema et qu'on a dit que l'équipe de France a perdu contre le Portugal, ben moi, le nombre de discussions que j'ai eues avec des potes ou avec des mecs avec qui on discutait un peu de foot qui disaient s'il y avait eu Benzema, on aurait gagné. Et là, tu essayes d'expliquer, ouais, mais peut-être qu'avec Benzema, tu gagnes pas l'Allemagne en demi parce que Sissoko, parce que Giroud font le travail, nanana. Ouais, mais moi, je le dis. Ah, bah, ok. Tu sais, il n'y a pas d'argument. Donc, tu sais, et puis, dans la partie révisionnisme, il y a tous ceux qui ont révisé le passage de Benzema en équipe de France en disant Giroud a pris la place de Benzema comme s'ils n'avaient jamais joué ensemble, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis. Pendant 5 ans. On a même idéalisé le passage de Benzema avant tout Bah ce qui s'est oui, passé alors le avec mec est passé un an et demi en équipe de France sans marquer. Ah oui, c'était terrible. Et qui se faisait siffler. Même au-delà des statistiques, dans le jeu, il était ignoble. Il était pas bon du tout, quoi. Ribéry lui a sauvé les fesses un nombre incalculable de fois. Ouais, tout à fait, c'est intéressant. Ribéry et Valbuena, il faut le dire aussi. Ribéry et Valbuena. Dans le même style. de France 2012-2013, faut rappeler Valbuena. Pardon, vas-y. Dans le même style, et pour recoller un petit peu à l'OM, et pourtant ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est un entraîneur que j'ai vraiment adoré, mais je trouve qu'on idéalise trop le jeu pratiqué par les équipes d'Eric Guéretz, par exemple. T'as raison. Combien de fois j'ai entendu ah mais sous Guéretz c'était du beau jeu, ça jouait super bien. Ouais, franchement, le nombre de purges qu'on a eu sous Guéretz, les gars, c'était terrible. C'était pas Villas-Boissiens ou Beaupien. C'était pas. Ah non, bien sûr. Mais c'était vraiment. En fait, c'était moyen plus. Mais c'était vraiment pas terrible parce que cette équipe, elle reposait beaucoup sur des individualités, notamment Valbuena et Nyang. Et du coup, quand ces individualités étaient un peu en dedans, tu te tapais des purges, tu tapais des défaites sanglantes. Hein. Rappelez-vous des buts d'Endo à 45 mètres et derrière à la 3e minute. Et derrière, tu passes 87 minutes à rien faire face à Sochaux. Non, il y en a eu des matchs comme ça. Mais le problème, c'est que les gens en fait associent l'OM de Guéretz avec l'OM d'Albert Raymond. Alors qu'en fait, c'est 2 entraîneurs et 2 équipes différentes. Puis en plus, l'année de Guéretz où on passe proche du titre, allez, il y a quand même des matchs un petit peu spectaculaires. Il y a le 4 non, justement, c'est cette année qu'on est ignoble. L'année d'avant, on est bien meilleur. Je pense que c'est biaisé aussi parce que sur la fin de saison, tu fais quand même une super fin de saison. Il y a 2-3 matchs spectaculaires et finalement, tu restes sur ça. Mais alors que tu regardes les matchs à l'automne, à l'hiver, franchement, c'était terrible. Il y avait des matchs vraiment catastrophiques. Mais les 2 matchs contre le Shakhtar Donetsk, qu'on prend 2 fois 2-0, n'existent pas. Bon, ok, ils vont gagner le trophée au final. Mais bon, on est quand même censé les bouger un peu plus que ça. Mais en soi, on est bien meilleur la première saison de Guéretz, la saison 7-8. La saison 8-9, on est moyen en fait. Non, dans le jeu, c'est pas fou. Ouais. En fait, on est chirurgical et on se repose vraiment beaucoup sur Nyang. Et est-ce qu'il y a du révisionnisme sur la saison de Bielsa? En fait, c'est dans les 2 sens. C'est que t'as les gens qui vont... En fait, le truc, c'est que le schisme, en fait, s'est créé parce que les gens sont tellement pas d'accord sur cette saison que ceux qui étaient contre, sont encore plus contre pour te dire que c'était un fou, qu'on a perdu tous les matchs 5-3. Et ceux qui ont aimé sont limite en train de te dire que c'était le Barça de Guardiola, l'OM, tu vois, alors que c'était ni l'un ni l'autre. Et puis surtout, on a vu aussi des très mauvais matchs sous Bielsa.
Alors que on en a vu. Bon, très peu. Je pense qu'on on en a vu moins que sur les autres. Mais ouais. Voilà, la grande majorité des matchs sous Bielsa étaient beaux, étaient spectaculaires. Petite mais il y a quand même eu des... En parlant de match de merde, rappelez-vous le match contre Caen au Vélodrome, on gagne 2-0 et on perd 3-2. Oui. Avec un doublé de Bénézé. J'étais tellement énervé avec mon cousin. Donc on rentrait en métro pour rentrer à la Castellane, donc dans les quartiers nord, pour ceux qui connaissent Marseille. Hein. On a marché du stade Vélodrome jusqu'à la gare Saint-Charles à pied. Parce que j'arrivais pas à prendre le métro, je voulais pas avoir du monde, j'étais trop énervé à la fin du match. Et du coup, on a marché même pas jusqu'à la gare Saint-Charles, jusqu'à Noailles, là en bas, là, pour prendre les bus de nuit et rentrer dans les quartiers nord. Tellement j'étais plein de nerfs, tellement le match a été nul à chier. Mais tu sais que de la même manière, je trouve que l'année du titre, l'année Deschamps aussi, souffre un peu de révisionnisme dans le sens où, à l'inverse avec Guéret, là, on veut nous faire croire que tous les matchs sans exception étaient nuls. Et qu'on s'est fait chier toute la saison. Alors, je suis d'accord qu'il y a eu des matchs quand même où c'était soporifique. Hein. On sait que Deschamps, c'est pas les matchs de l'après-midi. Les matchs de l'après-midi. Si tu regardes bien, c'est toujours les OM Le Mans, là, tu sais, du dimanche 17h, les OM Lens au Vélodrome. Moi, ceux-là, j'en ai des très mauvais souvenirs. Oui, là, c'était compliqué. Mais sinon, c'est vrai qu'au Vélodrome, et surtout dans les gros matchs, on deliver, je parle toujours, je sais pas pourquoi je parle des termes de catch, mais on se mettait toujours au rendez-vous en fait. Donc c'est vrai que moi aussi ce révisionnisme-là me gave, alors qu'il y a des 5-1 contre Valenciennes, des 4-2 contre Montpellier, 4-1 contre Nice, le 2-1 contre Lyon est superbe aussi. Franchement, il y a eu le 3-0 contre Paris au Parc. Oui, le 3-0 contre Paris, mais en fait c'est juste parce que c'était du Deschamps, quoi. C'était la maîtrise et c'était pas spectaculaire, mais je crois là à dire que tu te faisais chier. Je crois que c'était l'équipe la plus spectaculaire qu'il a entraînée, le 2009-2010, parce que même le Monaco de 3-4, il est pourri. Hein. Bon, la Juve Série B, c'est pas terrible. Est-ce que tu serais pas en train de faire du révisionnisme là, non, en vrai, je pose. Révisionnisme indirect. Non, je pose la question. Non, en vrai, c'était une question. Non, à Monaco 0-3-0-4, c'est bien plus spectaculaire que l'OM à Nice. Je pose la question, j'étais bien trop petit. Mais est-ce que c'était spectaculaire dans le jeu ou dans les émotions? Non, dans le jeu. Ils avaient une ligne d'attaque qui était bien plus enthousiasmante à avoir joué que celle qu'on a eue. Pourtant, on en avait une belle, mais non. Moi, dans mes souvenirs, c'était pas terrible. Après, j'avais 9 ans et le peu de matchs que j'ai revus depuis, c'est surtout les matchs de Ligue des Champions. Mais toi, tu avais déjà 43 ans à l'époque, donc tu sais mieux que moi. Les gars, j'ai envie de vous poser une question là d'ailleurs parce qu'on est dans le délire des réseaux sociaux, etc. Et tiens, je vais la poser à Azir parce que je sais que ça lui plaît aussi ce genre de débat. C'est quoi le pire entre justement ce qu'on dit là, le révisionnisme, la réécriture de l'histoire, etc. et le délire il est sous-coté, il est surcoté. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? On parle pas assez. On parle pas assez de Luka Modric. Vous connaissez? Très très bonne question. Luka Modric, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un tweet sur Modric, c'est toujours pour dire on n'en parle pas assez, etc. Et les ballons d'or, les ballons d'or, tous les suiveurs disent que c'est un phénomène. Il a gagné 4 Ligues des Champions. Mais après, c'est pas un phénomène juste franco-français. Là, récemment, j'ai vu un gros compte anglais qui a dit Aspilicueta, machin et tout. Je dis quoi, Aspilicueta? Ça fait 1000 ans qu'il est à Chelsea, il est capitaine. Il a tout gagné. Ligue des Champions, Coupe, Cup, 2 championnats. Coupe d'Europe, 2 Europa League, il a gagné le mec. Mais moi, en fait, j'aimerais savoir, en fait, on entend quoi par sous-côté ou surcoté? Est-ce que les gens qui utilisent cette rhétorique visent les suiveurs ou les passionnés de foot, ou ils visent vraiment l'ensemble du public? Parce que quand on parle par exemple de Modric, je pense qu'aucun passionné, aucun suiveur sérieux du ballon, sous-cote ou Modric, tout le monde le considère comme un milieu très important dans l'histoire récente du foot. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre quel public est visé quand on dit un tel est surcoté, un tel est sous-coté. Donc non, après peut-être pas assez médiatisé, je sais pas. Peut-être que c'est sous-médiatisé en fait. Peut-être qu'il parle de la médiatisation et même là. Ça veut dire quoi sous-médiatisé? Ça veut dire qu'il faudrait faire un article tous les jours sur Modric pour dire que c'est un phénomène. Après, je sais pas, peut-être dire que c'est un phénomène. Je sais pas, peut-être que c'est des gens qui sont consommateurs de grosses émissions et sans être péjoratif ou quoi, mais voilà, les grosses émissions, on les connaît tous. C'est souvent des débats sur les mêmes joueurs, Messi, Mbappé, Cristiano, Messi. Donc c'est peut-être dans ce sens-là. C'est vrai.
moi, Dernièrement, après, il y a un tweet qui est passé, le mec, j'ai explosé. Je crois que tu l'avais cité d'ailleurs, Azir. Et le mec, il avait dit ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais quand même, Guendouzi cette saison, il est costaud. Hein. Ouais, on sent que le pompon. Il y a tout le monde qui en parle, il est en équipe de France. Tu veux quoi de plus? Je crois que c'est un des joueurs que les supporters en parlent le plus sur les réseaux sociaux. moi, je fais tous les matchs. Moi, je fais tous les matchs au Phocéen, le match de l'OM. Et Guendouzi, il tombe toujours dans les tops. Genre, tu sais, à la fin de l'émission, on élit les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Et Guendouzi, il est toujours cité dans les 3 meilleurs joueurs de l'équipe, même quand il est nul. Donc, c'est peut-être un des joueurs les moins sous-cotés de l'équipe. Mais là, cette saison, c'est même pas Guendouzi le plus utilisé, c'est Rongier. Ah, Rongier, c'est vrai, Rongier, il a un gros côté. Il a un gros capital sous-côté. En fait, c'est vrai. Le mec, il a gagné sa place de titulaire. À tous les matchs, on dit Rongier, il est précieux dans ce système. Et les gens disent les gars, on parle pas assez de Rongier. Les gars, tu veux qu'on lui dise quoi, gros? Non, mais Mathieu, pour répondre plus précisément à ta question, je préfère le côté révisionnisme, parce qu'il y a un côté nostalgique. Je sais pas comment. Je pense qu'on fait tous à notre échelle pour d'autres éléments dans la vie de tous les jours. On va avoir tendance, par exemple, à magnifier notre enfance, notre adolescence, parce que voilà, c'est humain, c'est comme ça, c'est un biais cognitif. Et donc, je préfère. Il y a un côté un peu gentil que j'apprécie plus que le côté sous-côté. Parce que le côté sous-côté sur côté, il y a un peu ce côté chaud dessus. Je suis un puriste, moi je vois le talent où toi t'as. C'est vrai. C'est ça, il a raison. C'est un peu comme Ama qui voit plus beau le passage de Brahim Daniel OM qu'il ne l'est réellement, quoi. Oui, c'est un bon exemple, je reconnais. Non, pour moi, c'est un excellent libéro l'année où on va en finale de Coupe d'Europe, mais peut-être qu'il était un peu moins bon qu'excellent quand même. Ouais, alors que oui, le reste de son parcours à l'OM montre le contraire, mais je sais pas, pour moi, cette campagne européenne, il a été fantastique, mais j'étais jeune, donc peut-être qu'en renvoyant les matchs maintenant, je vais me dire très algérien, je suis enflammé, peut-être. Jeune et très algérien aussi. C'est pas faux. Les gars, moi, j'ai une question pour vous, peut-être que Mathieu, tu avais prévu de la poser un peu plus tard, mais est-ce que c'est mal, en fait? Est-ce que ça fait pas partie du jeu aussi? Je me la pose en même temps, parce que moi aussi, je suis là sur Twitter, j'aime bien réagir à ça, mais en vérité, est-ce que ça fait pas partie du jeu? C'est comme la mauvaise foi chez les supporters. Est-ce que ça fait pas partie du folklore, on va dire? Oui, ça on le prend en tant que tel, faut pas le prendre sérieusement, je pense. Mais c'est quand je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, les réseaux sociaux maintenant, on voit des avis auxquels on n'est pas forcément confronté dans la vie de tous les jours si on a un cercle d'amis avec qui on partage à peu près les mêmes idées. Donc on se prend ce genre de tweets, de commentaires en pleine face. Donc c'est un peu ça qui est dérangeant si on le prend au premier degré. Mais si, comme tu le dis justement, tu te dis que c'est le folklore, etc., moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Genre je vois ça et je vais pas citer en disant mort de rire, regarde celui-là, il comprend rien au ballon. Je lis et je passe à autre chose, quoi. On a Axel il nous dit on n'en parle pas assez, mais Azir est sous-côté, je trouve. Bon, ça c'est vrai par contre. Donnez-lui les 10 000 followers. Après, Azir a raison, c'est un problème qu'on retrouve dans d'autres aspects de la société, où tu sais, on disait, il y a des gens qui vont dire, ouais, je sais pas, aujourd'hui, putain, il n'y a plus rien à la télé, il y a 20 ans, la télé c'était autre chose. Ben non. Oui, mais est-ce que toujours pareil, c'est tout. C'était mieux avant. Oui, non, mais tu sais quoi, est-ce que l'ancêtre du révisionnisme, du sous-côté, sur-côté, c'est pas... à l'époque de 93, ça serait pas passé comme ça. Tu sais, on nous déclare que je me dis. C'est la spécialité des darons, ça. C'est le même marronnier que il faut envoyer la CFA. Alors, la vie de ma mère, tu sais quoi? Je vais te raconter un truc. Hier soir, je regardais le match avec mon frère. Et tu sais, Mbappé, il fait un peu son sketch sur la gauche, là, tout le début du match. Et mon frère, il fait, ouais, je te jure, mon frère, il a 31 ans. Les défenseurs de maintenant, il est trop gentil. Regarde Carvajal, il a reculé jusqu'à l'estac. Mets-lui un Amoros, mets-lui un Mboli. Il lui montre c'est qui le chef de la zone. Tu as vu? Comme ça, à chaque fois qu'il vient dans cette zone du terrain, il vient tremblant. Je te jure qu'il m'a dit ça. J'aime trop, ça me régale. Mais tu sais, moi, des fois, je me surprends moi-même. Je suis le premier, on en parle là, mais je suis le premier à tenir ce genre de propos, notamment dans le foot. Quand on dit, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, quand on dit, et je suis le premier à le dire en plus, je l'ai dit à plusieurs reprises dans ma vie. Avant, on donnait plus de liberté aux dribbleurs, par exemple. Ah, mais est-ce qu'en vrai, on est sûr que c'était réel, ça? Parce qu'il y a 15-20 ans, il y avait plus de dribbleurs. Est-ce qu'on peut le quantifier, ça?
qui avait plus de Qui avait dribbleurs. plus de liberté, enfin, qui avait plus de dribbleurs, qui avait plus de créativité chez les joueurs. Ça oui, Azir, mais ça se voit. Ça, pour le coup, moi qui ai comme passion l'ennui, je regarde beaucoup de vieux matchs parce que j'aime ça. Et pour le coup, c'est limite frappant quand vous regardez des matchs jusqu'au milieu des années 2000. Non, mais quand vous regardez des matchs jusqu'au milieu des années 2000, vous regardez des gros matchs de Ligue des Champions, des gros matchs de foot de nation, il y a une plus grande part à la créativité parce que le jeu va moins vite. Du coup, tu as moins l'obligation d'exécuter en fait. Et aussi, tu es moins prisonnier d'un système comme aujourd'hui, où aujourd'hui on est sur un football qui est militaire, qui est tactique. Et c'est pour le bien ou pour le mal, hein, ça chacun jugera. Mais du coup, tu es au service d'un système. À l'époque, en fait, le système était au service des joueurs. Et ça, pour le coup, je pense pas que c'est du révisionnisme, c'est juste une évolution. Mais pour le coup, c'est vrai, à l'époque, il y avait plus de dribbleurs parce qu'aujourd'hui, on préfère. Et ça, ça, pour le coup, pour moi, c'est un problème. Dans le football mondial, des joueurs beaucoup plus athlétiques que techniques. On va prendre des joueurs avec une grosse base athlétique et on va leur faire travailler la technique. Et du coup, ça se ressent sur le rythme des matchs, sur la justesse, sur la justesse technique, aussi l'esthétique. Parce que quand tu as 1 mètre carré pour faire 2 passements de jambes et ton crochet avant de te faire presser par 3 mecs, avant tu avais un peu plus d'espace parce que tu avais le temps de prendre la vitesse pour aller chercher ton défenseur. C'était bien différent. Mais ça, pour le coup, je vois pas ça comme du révisionnisme. Je vois plus ça comme une critique du c'était mieux avant, mais ça, pour le coup, sans que ça soit forcément. Mais en fait, quand on dit c'était mieux avant, c'est un peu subjectif parce que finalement, les gamins qui ont 14-15 ans aujourd'hui, eux, dans 10 ans, ils chériront leur époque à eux qu'ils ont vécu. Ouais, surtout. Et quand tu vois que, par exemple, je sais pas, il y a un tweet qui a tourné il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, d'un gars qui a posté le classement du Ballon d'Or 2005. Alors ouais, effectivement, il y a des superbes joueurs. Mais qui te dit que dans 20 ans, le mec, il postera pas le classement du Ballon d'Or 2020, il dira quand même à l'époque, il y avait de sacrés joueurs. Là, la différence. C'est subjectif, en fait. Là où je vais aller contre toi, même s'il y a une part de vérité que je pense un peu comme toi, mais c'est juste histoire d'amener un peu de contradiction, c'est que déjà le classement 2005, il est absolument incroyable. Oui, après, c'est incroyable. oui, c'est incroyable. Mais que tu regardes le 2004 et le 2003, il n'a pas une belle tête non plus. Donc tu vas prendre spécifiquement le 2005. Tu vois ce que je veux dire? Comme le 98, le 98, je pense que c'est peut-être le top 30 du Ballon d'Or, le meilleur de tous les temps, limite, tellement il y a pas un mec que tu peux dire non, lui, il a rien à faire là. Pas un seul. Et ça, pour le coup, après, peut-être parce que je vieillis, et encore, je me bats pour essayer de ne pas être un vieux con alors que j'ai 26 ans. Mais des fois, tu regardes les classements des Ballons d'Or, et après, ça a toujours été magouille, politique et compagnie, faut pas rêver. Mais c'est vrai qu'ils ont moins de gueule quand même aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Mais parce qu'on est aussi dans un creux générationnel, on en parlait, je crois que c'est avec Merwan, mais je crois que c'est en privé, donc bon bref. Mais on est dans un creux générationnel au niveau des joueurs, mais qui arrive. C'est normal, à la fin des années 80, c'était la fin des ères Platini, Maradona, tout ça. Et du coup, au début des années 90, t'avais que Van Basten et Papin au top du foot mondial. Et il a fallu attendre quelques années avant que ça arrive, la fin des années 90, et la génération Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, tout ça, Raoul, qui a porté la génération future. Là, on est sur une décennie 2010 où on a connu des joueurs absolument incroyables à chaque poste, et limite, on peut, par poste, dire ce mec-là est le meilleur de son histoire à son poste. Et là, on va rentrer dans les 3-4 prochaines années dans un creux. Mais c'est normal, ça, c'est l'histoire du foot qui veut ça. Non, vas-y. Juste 2 petits trucs. L'exemple du ballon d'or que vous sortez, c'est typique. À chaque fois, on va entendre ouais, mais comment ça s'appelle? À l'époque, il n'y avait pas de polémique pour tel ou tel joueur. Non, ça c'est des conneries. Comme si on était pas nés, quoi. À chaque année, il y avait une truc tout le temps. Des gens qui disaient oui, il ne mérite pas, l'autre il mérite. Mais Nedved, Thierry Henry. Tout le temps. Nedved, Thierry Henry, moi dès que je suis né, c'est le premier truc que j'ai entendu, c'est Nedved, il a volé le ballon d'or de Thierry Henry. Le mec il fait demi-finale de Ligue des Champions, il est champion avec la Juve, non il fait finale en plus avec la Juve en 2003. Non, il n'y a pas de... Ouais, mais vraiment, mauvais exemple. Henry était vraiment stratosphérique. Non, mais de dire qu'il l'a volé, c'est une chose. Oui, Henry, c'est l'année... Il fait un double-double en... Oui, mais c'est l'année, il est meilleur buteur et meilleur passeur de première ligue. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de dire que Nedved l'a volé, ça n'a jamais existé. Parce que même 2004, pareil, 2004, c'est Arsenal qui est invincible, c'est Shevchenko qui l'a. On dit, ouais, mais Henry s'est fait voler 2 ans d'affilée. Puis 2006, c'est Cannavaro devant Buffon et Zidane. Ah, mais Cannavaro, il l'a volé à Buffon. C'est comme si France Football, ils allaient voter pour un Italien plutôt qu'un autre. Tu vois le truc? Alors que j'avais déjà raconté dans Passe ton ballon, en 91, le ballon d'or de Papin, il y a une petite polémique. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que France Football ne voulait pas donner 3 ballons d'or d'affilée à Van Basten. Et du coup, pour pas que Van Basten égalise
Platini, pardon, et Cruyff. Non, mais surtout Platini, pardon, parce que Platini était le seul à l'avoir eu 3 fois d'affilée. Oui. Et du coup, en 91, ils voulaient pas le donner à Van Basten, et du coup, ils se sont dit, bon, qui mérite d'autres? Ils l'ont donné au deuxième, c'était Papin. Alors qu'en soi, c'était Van Basten qui le méritait. 90, c'est le Milan AC, la meilleure équipe du monde. Donc bref, ça a toujours existé. Quand les Brésiliens ont commencé à arriver en masse en Europe et que du coup on a ouvert le Ballon d'Or non plus aux joueurs européens mais aux meilleurs joueurs évoluant en Europe, il y a eu une polémique parce que du coup c'était que les Brésiliens qui l'avaient. Regardez entre 96 et 2002, il y a Rivaldo, Ronaldo qui se le partagent. Bref, tous les ans il y a eu des polémiques avec le Ballon d'Or et à l'époque en vrai le classement c'était ça voulait rien dire, c'était surtout le top 3 et le lauréat qui a été critiqué. Oui, là, je viens de voir le. Excuse-moi. Vas-y. Petite parenthèse, je coupe le. Je fais une petite parenthèse. Je regarde le palmarès du Ballon d'Or 2011. Et sur la même page, il y a l'entraîneur de l'année FIFA. Parce que c'était encore le Ballon d'Or FIFA. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, c'est entre 2010 et 2018, du coup. Et dans les nominés pour l'entraîneur de l'année FIFA, il y a 2 entraîneurs qui sont passés par l'OM sur les 5 dernières années. Villas-Boas, parce qu'il était à Porto, il gagne la Ligue Europa. Et en 2011, sur les 5 dernières années, Rudi Garcia, parce qu'il est champion de France avec Lille. Ouais, incroyable. À côté de Jürgen Klopp, Guardiola, Mourinho, Wenger. Je sais, c'est incroyable. Incroyable. Mais tu sais que ce qu'on dit là sur le révisionnisme et tout, ça fait beaucoup de mal aussi à la culture foot parce que là, je pense à Pelé, en fait, le Brésilien. Qui, je pense qu'il y a des minots de 10, 15 ans, ou peut-être 16, 17 ans, qui pensent sincèrement qu'il n'était pas bon et qu'il a inventé la moitié de ses buts. Hein. Parce que des gens ont dit ouais, mais parce que ses buts, il les a inventés, etc. Il y en a qui le prennent au premier degré, alors que bon. Oui, le mec il met un triplé en finale de Coupe du Monde à 17 ans, c'est normal, tu vois. Oui, c'est normal. Ça, mais à l'époque, les joueurs ils étaient charbonniers en même temps, ils étaient mineurs, tu sais, l'excuse que j'entends. Non, mais c'est incroyable. Ça fait quand même du mal, je pense, à la culture foot des jeunes. Des joueurs qui ont gagné 3 Coupes du Monde, il y en a combien dans l'histoire? Déjà des pays qui ont gagné 3 Coupes du Monde, mais un joueur qui en a gagné 3. Je te le dis de suite, il n'y en a qu'un. Il n'y a que lui, de toute façon, techniquement, il peut y avoir que lui. 58, 62, 70, il n'y a que lui. Bon, 62, il joue que les 2 premiers matchs parce qu'après il se blesse. Mais il y a déjà des pays qui ont gagné 3 Coupes du Monde, il y en a 2, 3. Allemagne, Italie et Brésil. Et Brésil, donc techniquement, il peut y avoir que lui. Et sachant que les autres, ils les ont gagnés sur 14 décennies différentes, c'est ça, il n'y a que lui. Voilà, donc ça vous donne une idée de qui est le mec. Donc pour ceux qui disent qu'il a inventé des buts. Non, mais c'est ça. Les gars, je vous propose qu'on fasse un petit tour des joueurs, des entraîneurs dont on réécrit souvent le passage à l'OM. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a un commentaire de Zambo. Il y a un commentaire de Zambo qui nous dit le passage de Rudi Garcia est pas mal sous-estimé aussi. La saison 17-18 est folle avec un super niveau de jeu. Il y a tellement à dire dans cette phrase. Et je suis d'accord et pas d'accord en fait. En fait, c'est parce que le passage est pas mal sous-estimé. Non. La saison 17-18 est folle. Elle est très bien, mais elle est pas folle. Et un super niveau de jeu, non. Mais en fait, ça jouait correctement. On va dire. Jouait très bien, mais c'était pas ça jouait super correctement. niveau Non, et puis même, les gens, j'en connais pas beaucoup qui critiquent cette saison-là. Ouais, c'est surtout la saison d'avant et la saison d'après le problème. Celle-là, elle est parfaite. C'est l'une des plus grosses émotions de l'OM du 21e siècle. Donc non, il n'y a personne qui dit ça. Encore heureux, parce que rappelez-vous, le mec, il arrive l'été, on ramène au Campos de près. On ramène, Abdenour et Mitroglou, on va en parler plus. Toutes mes excuses, les gars. Donc on ramène Abdenour et Mitroglou. Le mec a bloqué en pleine émission. Ouais, mon cristalline fraise qui passe pas. On le ramène à Adil Rami, Luis Gustavo, Valère Germain, on fait signer Thauvin. Il y a de l'investissement à tous les postes aussi. Quand Rudi Garcia arrive, il a les joueurs qu'il veut. Donc encore heureux que la saison 17-18 est presque réussie. Je dirais même c'est un échec, parce qu'au final, l'objectif suprême, c'était d'être sur le podium, et tu as réussi à finir derrière le Lyon de Genesio. À un point, certes, mais bon, tu finis quand même 4e, quoi. Non, mais là où je pense qu'il a pas tout à fait tort, notre ami Zambo, c'est qu'en fait, tu vas avoir tendance à peut-être un petit peu sous-coter cette saison-là de l'OM, parce que il y avait un entraîneur qu'on ne porte pas forcément dans notre cœur. Parce qu'il y a la suivante. Et parce que la suivante est désastreuse avec à peu près les mêmes acteurs. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression qu'elle est pas si bonne que ça. Alors que oui, effectivement, tu fais 4e en faisant 76 points, chose qui
qui est invraisemblable, ouais, au final. C'est une C'est quand même fou. pour dire aux gens, c'est une moyenne de deuxième, voire de champion. Oui, c'est une moyenne de deuxième ou de champion. L'OM est champion en 2010 avec 79 points, je Ouais, crois. voilà, donc, C'est invraisemblable de finir quatrième. mais championnat, tu le joues pas tout seul. Donc s'il y a des équipes qui ont fait mieux que toi, tant pis pour toi. Ah, exactement. Et puis, tu avais cartonné pas mal de petites équipes. À l'époque, Ouais. c'était la spécialité de l'OM, rappelez-vous. Alors que cette année, c'est peut-être une des limites de l'OM de Sampaoli. Mais à l'époque, tu recevais un Caen, un Toulouse au Vélodrome. Ils en Allez, prenaient c'était 5 ou 6, hein. minimum 4-5-0. Avec 3 passes Euh, décisives de Payet. Oui, non, mais alors, il nous dit, si je peux reformuler, sa dernière Ouais. saison horrible laisse un goût amer sur son passage. Au final, on n'a pas revu certaines de ses phases de jeu depuis. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais on te donne pas totalement tort, Zambo. Hein. C'est juste que on essaie d'être objectif. Exactement. Alors les gars, on est sur, on peut continuer un petit peu sur Garcia d'ailleurs si vous voulez, parce qu'on va parler des entraîneurs là pour commencer. Sur Garcia, les gars, on disait là, on parlait un petit peu de jeu. Est-ce que finalement c'est en termes de régularité, en termes de comment dire de puissance offensive, allez entre guillemets, est-ce que c'est peut-être le meilleur OM qu'on a vu ces dernières années? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ama, Azir, vous a pas entendu sur l'avis de Zambo notamment? Vas-y, Azir. Non, moi je trouve qu'en fait, concernant Garcia, et là, ça a été dit dans les commentaires, son comportement ou sa communication, parce que je ne le connais pas plus que ça, mais sa communication en conférence de presse notamment, ou les après-matchs, ça joue beaucoup sur le regard qu'on a sur lui. Et malheureusement, parfois, on n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à ce que ces équipes proposaient. Et pour reprendre la saison 2017-2018, c'était assez intéressant en tout cas. C'est assez intéressant parce qu'on lutte pour la qualification Ligue des Champions jusqu'à la fin, mais finalement, l'objectif n'est pas atteint. Il y a ce fameux parcours en Coupe d'Europe. Et bon, moi, je faisais partie de ceux, quand il arrivait, qui étaient assez contents de son arrivée, qui pour lancer un projet comme c'était à la base, j'étais content d'avoir un Rudy Garcia arrivé à l'OM. Mais après, c'est vrai que ça s'est fini très très mal. Donc après, on peut avoir tendance à minimiser ce qui a été fait avant, et notamment lors de cette fameuse saison 2017-2018, même si tout n'a pas été parfait, loin de là, parce que l'objectif n'a pas été atteint, comme l'a rappelé Idriss. Mais je pense que parfois on abuse un peu. Là, c'est du révisionnisme, mais on va pas amélioratif, mais plutôt on va avoir tendance à minimiser ce qui s'est passé lors de la saison 2017-2018. Encore une fois, l'OM n'a pas atteint son objectif, mais dans le jeu, on a vu des matchs au Vélodrome, notamment face aux petites équipes, où ça déroulait, on était assez serein, on savait qu'on allait voir 4-5 buts. Après, contre les gros, c'était un souci, une problématique. L'objectif n'a pas été atteint, mais tu as 77 points, je crois. De toute façon, tu finis derrière Monaco, Lyon et Paris. Les 3 t'ont battu 6 fois. Ouais, donc voilà, c'est clair. Les confrontations directes, il n'y a pas de, voilà, pas de fait possible où c'était un 6 vrai défaites manque, contre les mecs, donc tu n'as rien à dire. un vrai manque, une vraie difficulté, donc un vrai axe de progression qui n'a pas été atteint. Mais voilà, je pense que ça mérite d'être son passage, l'analyse de son passage mérite d'être beaucoup plus nuancée que ce qu'on peut parfois avoir. Parce que pareil, sur la fin de saison, je faisais partie de ceux qui étaient, la fin de son passage, j'étais dégoûté, quoi. C'était terrible. Mais avec le recul maintenant, notamment sur cette saison 2017-2018 et son arrivée aussi, il y a quand même des choses positives à relever. Et finalement, quand il arrêtera d'entraîner, Garcia, faudra se pencher sur sa carrière parce que tu mets de côté le personnage, la communication, etc., qui laisse à désirer. Mais entre le doublé avec Lille, ce qu'il a fait à la Roma où il fait 2 fois deuxième. En fait, ça se passait bien. À l'OM, on en a parlé. Ce qu'il fait à la Roma sur 3 ans, en fait, le problème, c'est qu'il ne sait jamais s'arrêter. C'est qu'à la Roma, sur 3 ans, ça dure 1 an et demi. Et derrière, ça dure encore 1 an derrière. Et c'est ça qui est problématique chez lui, c'est qu'en fait, les fins sont jamais bonnes, même à Lille. Même à Lille, la dernière saison, elle est ignoble. Et première saison avec René Girard, il passe de la 7e à la 3e place.
Donc bon, c'est ça le problème, c'est qu'il ne s'est pas s'arrêter à l'OM. S'il était parti après la finale d'Europa League, il avait fait 1 an et demi, c'était fini. Et on en gardera peut-être un bon souvenir de Garcia, malgré, comme a dit Azir, les conférences de presse et la communication du bonhomme. Et il n'y a qu'à Lyon où dès le début, Oui, mais au final, à Lyon, ça s'est mal passé demi-finale parce qu'il a des jamais champions, été- mais bon. Voilà, c'est ça, il a jamais été accepté. Mais au final, tu prends la fiche de résultats purs, tu dis bon, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Mais bon, après, L'homme est tellement détestable. voilà, l'homme est tellement pas du tout en rapport avec ses résultats que bon, c'est difficile de. J'ai déjà difficile raconté de en le podcast trouver. le jour où il m'a crié dessus ou pas? Ah non, mais je pense que même dans le privé, tu nous l'as jamais raconté. Ah oui, non. Hein. Si, à vous. Ah non, je t'assure que non. Si, en Vas-y, fait- allez, vas-y, si, raconte. ça va vous revenir. En fait, je devais faire l'interview d'un responsable du centre de formation à l'époque. Et du coup, je traverse la commanderie. Et vu qu'avec le responsable en question, j'étais bien assez proche, on fait pas l'interview dans un cadre très formel, tu sais, dans le studio d'OMTV en bas, là où ils font les confs de presse. Je suis invité directement dans le bureau. Et donc, il y a le mec de la Sécu qui m'accompagne. Et on passe devant le terrain d'entraînement où il y a les pros qui s'entraînent. Et Rudy Garcia qui était en train d'animer sa séance, bon, il n'arrête pas non plus, tu vois, il laisse Fichot et Bompard s'en occuper. Et il vient directement vers nous. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il passe là pendant l'entraînement et tout? J'étais là et il a commencé à crier sur l'intendant Miskin pour lui dire qu'il fallait faire tout le tour, qu'il fallait pas passer devant parce qu'on était en train de regarder son tiki-taka et du coup j'allais peut-être balancer à 3 comment ça allait se passer le week-end. Bref, du coup j'ai pas compris, on a un peu rigolé avec l'intendant en question. C'est vrai qu'il avait un peu cette attitude parano, franchement, c'était terrible. Taré. C'était terrible. Pour rester dans le domaine des coachs, on en parle souvent dans l'émission. Je crois que je me demande même si c'est pas la personne dont on a le plus parlé dans l'émission. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Villas-Boas. Hein. On va parler de Villas-Boas qui, lui aussi, comment dirais-je, son passage est toujours très complimenté par une partie des supporters de l'OM, Dégoûté. notamment par un membre de cette émission qui malheureusement n'est pas là. Hein. Merwan, nous pense à toi. C'est dommage qu'on fasse pas ce débat avec lui parce Non, c'est vrai. qu'on avait dit qu'on le ferait. Mais tiens, Ama, t'as pas depuis un moment et je sais que toi, si je te lance sur AVB, ça va être difficile de t'arrêter, mais vas-y. Juste avant qu'Ama démarre, je suis content que Merwan ne soit pas là parce que Merwan, lui, il a aucune notion de timing et lui, il est prêt à mourir les armes à la main. Donc tant qu'il nous aura pas tous convertis à sa pensée, l'émission aurait pu durer 1h30. C'est pas plus mal. Vas-y, Ama. Vas-y, Ama. Non, le lancer, mais sur quoi que veux-tu que je dise sur lui Non, mais je sais pas, par exemple, tu vois, il y a je crois que c'est hier ou avant-hier, il a Villas-Boas sur son compte Instagram, il a mis une petite photo d'un cadenas avec écrit Allez l'OM alors qu'il est à Paris, etc. Et tu voyais les réactions, on te disait mais voilà, il ferait mieux que Sampaoli, il n'avait pas le bon effectif, etc. On lui a pas donné les moyens, enfin des conneries comme ça, quoi. Ah non, j'ai pas vu passer ce truc, d'accord. Écoute, t'as rien raté, franchement. Moi, j'embrasse mon ami Romain qui me dit souvent, je pense à Villas-Boas quand il doit se tourner vers son banc à la 60e. Non, mais sur Villas-Boas, est-ce que tu partages cet avis qui voudrait que finalement il n'a jamais eu les moyens pour faire mieux que ce qu'il a fait? Non, c'est je viens de lire Coup du sombrero, parle-nous du Strasbourg OM. Sous Villas-Boas, on a donc eu ce fameux Strasbourg OM qui est, je pense, le pire match que j'ai vu de l'OM durant toute ma carrière. Ma carrière de rien. ma vie de supporter, pardon. Je me suis emmêlé, pinceau. Appelons-le avec un tir. Hein. Non, mais au-delà des défaites, je parle vraiment. C'est un match où tu es censé être heureux parce que tu as gagné ou alors tu as fait le match nul à minima. Là, tu as gagné et j'avais la haine. Tu vois, je voulais pas qu'on gagne. C'est triste de dire ça, mais c'était un match honteux. C'est une faute professionnelle, le match qu'on a eu. Et c'était. Comment dire, sous son coaching et plus une flopée de matchs ignobles. Alors oui, la première saison qui a été arrêtée, rappelons-le, parce que c'est toujours bien de recontextualiser, a été bonne, ça on peut le dire, mais on a le droit de dire que la saison d'après a été ignoble, a été l'une des pires de l'ère contemporaine de l'OM, et je ne comprends pas pourquoi les gens le défendent bec et ongle alors que il y a eu des matchs où c'était le néant.
on peut dire que ça a été le néant et on peut dire en même temps que sa première saison a été bonne, oui. C'est pas, comment dire, contradictoire. C'est juste là, on globalise tout son passage. On ne prend pas juste une parcelle. Et je ne comprends pas pourquoi certains prennent juste une parcelle en disant oui, il n'a pas eu les moyens, il aurait fait mieux que Sampaoli. Déjà, non, en fait. Juste, vas-y. Juste pour dire un truc rapide, pour parler de ce que dit Ama. Ama dit il avait pas les moyens. Mais rappelez-vous, Villas-Boas, quand il arrive... C'est pas moi qui le dis. Non, mais tu relèves ce que les gens disent sur lui. Je sais, t'inquiète, j'ai compris. Déjà. Mais rappelez-vous, l'été où Villas-Boas arrive, on fait venir Benedetto, on fait venir Rongier. À eux deux, c'est 30 millions d'euros. On fait venir Alvaro, qui arrive avec un bon petit salaire aussi. Il a eu des petits moyens quand même, Villas-Boas. Hein. Surtout l'été dernier, on fait venir Balerdi, on fait venir Lucien Riquet. Il y a qui d'autre qui était arrivé aussi? Pape Gay. Il a vu arriver des joueurs pour renforcer son effectif. Hein. Oui, vas-y, Azir, tu voulais réagir aussi? Ouais, là, juste par rapport à... Contrairement à Garcia, je pense que AVB aussi bénéficie d'un capital sympathie, sa communication de manière générale, même s'il y a eu des moments un peu compliqués, mais de manière générale, sur son passage, il était plutôt agréable, on va dire. Et donc, il a tissé, on va dire, une relation particulière avec les supporters, en tout cas une partie des supporters, qui fait que certains vont avoir tendance à revisiter, à réécrire certaines choses, notamment par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Et donc voilà, je pense que ça participe aussi à cette envie de révisionnisme. Ouais, il était actif sur Insta et il se mettait en story à Malmousque, etc. Mais on s'en branle de ça, tu vois. Moi, je te parle juste. Ça joue beaucoup. Quand j'étais en train d'écouter l'émission sur les attaquants, j'étais en train d'écouter l'émission sur les attaquants que vous avez faite, et Marouane il dit quelque chose de très intéressant, même si ça va dire c'est par rapport aux attaquants, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qu'on peut reporter par rapport à ce révisionnisme sur certains acteurs de l'Olympique de Marseille. Il dit que l'OM, pour des joueurs ou pour les entraîneurs, parfois ça dépasse le cadre du terrain, et donc ça va créer une certaine aura par rapport à leur passage au club. Et AVB, je pense que ça s'inscrit parfaitement. C'est-à-dire que sur le terrain, la première saison, il a atteint ses objectifs. La deuxième, c'était beaucoup plus compliqué, même si déjà, lors de la première saison, à partir de janvier, février, dans le contenu, ça commence à devenir critique. Et peut-être même un peu avant ça, où certains commençaient à tirer la sonnette d'alarme, on va dire. Je tiens à dire que j'en faisais partie dès le début. Donc, voilà, et donc la deuxième saison, c'était plus compliqué. Mais, encore une fois, sa communication au sens large, en conférence de presse, sur les réseaux sociaux, ou par moments, il n'hésite pas à exprimer, on va dire, son attachement pour l'Olympique de Marseille et ses supporters et la ville, au-delà du club, la ville. Donc forcément, ça crée une relation qui est particulière, et tu n'as pas envie de... Quand il y a quelqu'un de sympathique en face de toi, même si dans pas son professionnalisme, mais dans ce qu'il te propose, il est un peu bancal, ou moyen, ou pas toujours au niveau, t'as pas envie de le mettre dedans. Donc je comprends aussi les supporters qui ont tendance à revisiter, à magnifier, on va dire, son passage au club, quitte à certains à le demander. Certains vont même jusqu'à à demander un retour, tu vois. Donc juste pour continuer ce que dit Azir, notamment sur ce que représente l'OM pour certains joueurs quand ils arrivent et quand ils prennent la dimension du club. Et allez voir si vous pouvez, si vous êtes abonné au M-Prime. D'ailleurs, allez-y, ça coûte 5 € par an. C'est très rentable. Et vous pouvez voir les excellents objectifs match de justement, et le dernier objectif match avec Sébastien Iglesias, là, qui est sorti cette semaine, ou avec Cengiz Under et Amin Harit, est excellent. Je n'ai pas regardé encore. Il parle de ça, notamment de Cengiz Under. Il parle d'arriver au club et de savoir ce que ça fait et tout. Je l'ai regardé ce matin avec mon petit café. Et café que j'ai pas eu avant l'émission, donc voilà, je tiens à le dire. Et j'ai pas eu le temps. Et Cengiz Under en parle de ce que vient de dire Azir, et c'est excellent. Allez, jeter un œil. On a Great Teacher 81, bonsoir, qui nous dit la saison arrêtée, si elle va à son terme, je ne suis pas sûr qu'on finisse deuxième, loin de là. Ouais, c'est vrai qu'on commençait à être en difficulté. Ouais, c'est le débat qu'il y avait à l'époque, mais là pour le coup, autant j'aime pas Villas-Boas, autant je suis pas d'accord. On peut pas l'affirmer. Écoute, on peut pas l'affirmer. Je suis content quand même que la saison soit terminée avant et qu'on puisse jouer la Ligue des Champions.
Mais d'un côté, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vécu juste pour dire j'avais raison. Mais ça, c'est parce que c'est mon ego qui Après, parle. est-ce que c'était vraiment une bonne chose de se qualifier pour est-ce que c'était une bonne chose de se qualifier pour la Ligue des Champions, vu ce qu'on y a fait après? Oui, c'est toujours. C'est toujours bien de se qualifier. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Le seul côté dommage, c'est qu'on n'ait pas pu faire les déplacements. Zamboldozo qui nous dit la science tactique en laissant le ballon dans l'enfer du stade Raymond Kopa. Quelle mascarade, oui. ça. Là, ça a marqué. Rappelez-vous, c'était un match de semaine, on l'avait regardé avec José François, c'était ignoble. On gagne 2-0 et il te fait croire qu'il a fait exprès de laisser le ballon à Angers, quoi. Putain, ça a marqué un virage, ça, hein, dans la vision de Villas-Boas, parce qu'avant cela, on va dire que c'était non plus du football champagne, mais bon, il y avait quand même des choses un peu plus intéressantes. Oui, il y avait l'OM Bordeaux Vélodrome, c'était pas mal, l'OM Brest, l'OM Montpellier. Oui, il y avait voilà, c'était un peu. Il y avait eu des matchs, c'était pas non plus tous les week-ends, mais il y avait eu des matchs plutôt positifs. Et Sampaoligno qui nous dit AVB a bénéficié du fait d'avoir battu nos rivaux, contrairement à Garcia, comme vous l'avez évoqué. C'est vrai que pour le coup, c'est un argument en sa faveur, c'est que lui a beaucoup gagné dans les gros matchs. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, la victoire contre Lyon à domicile, la victoire contre Lyon Lyon à domicile, j'ai envie de la donner à Payet. J'ai pas envie de le donner à lui. Il a rien fait, lui. Ça marquait un tournant. Bon, bref, mais c'est pas grave. Bon, en soi, c'était lui l'entraîneur, il a raison. En plus, c'est face à Garcia qui est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ça, tout était écrit ça pour qu'on en rajoute prenne un 8 peu, au Vélodrome, et là, il y a Payet qui en met 2. Cette soirée était légendaire. Ouais. Magnifique soirée. Les Les gars, on passe aux joueurs parce qu'il y a quelques joueurs aussi qu'il faut qu'on évoque. Il faut qu'on parle de Mitroglou, évidemment. On va commencer par lui. Est-ce que c'est peut-être pas est-ce que c'est pas la pire justement révision sur un joueur, les gars Est-ce qu'on peut faire une annonce? Je sais pas quand est-ce que c'était il y a peut-être 1 ou 2 étés où des gens réclamaient son retour quand on peinait à trouver un attaquant. C'était 2020, l'été 2020. Ouais, je crois que c'était 2020 où on disait mais il faut lui donner sa chance alors qu'il. On sait pas dans quel état physique il est, si ça se trouve il est prêt. Est-ce qu'on peut faire une annonce, les gars? Vas-y. Parce que du coup il y a Mitroglou. Vas-y. Parce qu'on vous a servi le top 30 des plus grands joueurs de l'OM au 21e siècle. Eh bien, sachez qu'avec l'équipe, on est en train de préparer, avec des critères ultra définis, le top 30 des pires joueurs. Ça y est, on l'a déjà dit dans l'émission. Au 21e siècle. Non, mais du coup, là, on va y travailler. Non, mais là, on va y travailler cette semaine et que ça va arriver très très vite. Peut-être même la semaine prochaine. Peut-être même la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on peut l'annoncer, voilà. Ça, c'est une annonce. Et du coup, vu qu'on parle de Mitroglou, vous vous doutez bien qu'il sera dedans. Mitroglou, je pense qu'il va être même très bien placé dans ce on va en parler très tard. Dans ce flop 30. On l'appelait flop 30 d'ailleurs. Ouais. Tiens, ça peut être pas mal ça. Non, mais les gars, sur Mitroglou, est-ce que vous vous rappelez déjà de la hype qu'il y avait eu autour de lui où ça réclamait son retour? C'était terrible ça. C'était l'été 2020, je crois. T'as raison, Idriss. Oui, alors qu'il sortait déjà d'un prêt catastrophique à Galatasaray, il me semble l'autre aussi au PSV Eindhoven, où tu voyais qu'il était déjà fini pour le haut niveau, et malgré ça, et malgré le fait qu'il ait été nul à l'OM, il y a des choses que je ne m'explique pas. Les chiffres n'expliquent pas tout, tu vois. Le seul argument de ces défenseurs, c'est oui, regardez son ratio, il est bon. Ouais, ok. Allons voir les buts. On prend un verre, on se met pendant 20 minutes devant les écrans et on regarde. Et vous me dites comment il a marqué ses buts. S'il n'y a pas Payet, il ne marque pas la moitié de ses buts. Payet, il pouvait lui-même mettre ses buts. Il voulait le mettre en confiance. Et malgré ça, les gens me disent ouais, Mitroglou serait une bonne option dans la rotation, je sais pas quoi. Oh les gars. Bon, hein. Moi, je pense qu'il y a un côté aussi. Genre, si jamais il réussit, voilà. Ouais, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On revient à la posture qu'on a évoquée en début d'émission et que c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Je ne vois que ça. Pour moi, il y a personne comment dire, entre guillemets, sensé qui a vu les matchs sérieusement, qui n'était pas sur son téléphone, qui a vu les matchs de l'OM, l'époque Mitroglou, pendant 90 minutes concentré, qui peut me dire il a été bon. C'était un attaquant qui a été utile. Non, il a marqué des buts, ok, mais il a été en dessous de tout. Est-ce que je peux dire un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps? C'est que Rudy Garcia voulait le titulariser pour la finale d'Europa League contre l'Atlético, et que c'est les joueurs, notamment deux, le gardien et le capitaine, voilà, qui ont réclamé la titularisation de Germain parce qu'ils ont dit Mitroglou sur Godin et Savic, ça ne sera pas possible. Et le pire, c'est que le comble, c'est qu'il a failli marquer dans. Il a failli marquer, ouais. Il a failli marquer, il met une tête sur le poteau. Bon, il y avait déjà 2-0, mais il met une tête sur le poteau. C'est ça le comble. Et Germain rate une occasion incroyable qui va le suivre, je crois, jusqu'à la fin de ses jours, mais malheureusement. Mitroglou, il le fait pas l'appel que Germain fait. Ah non, il le fait pas. Non, il le fait pas. C'est ça la diff. Ou alors il le fait, mais il se claque, quoi. il le fait, mais il attrape pas le ballon.
Tiens, là, tu vois, il aurait vraiment fallu isoler ce moment-là. Je vais aller le chercher. Vas-y, mais tu voudras que tu le mettes là dans le montage. Là, les gens sur Twitch l'auront pas, mais ils l'auront en podcast. C'était incroyable. Les gars, il y a un autre joueur dont il faut qu'on parle. C'est Bounassar. Bounassar qui a quitté l'OM. C'est quand? C'est l'été dernier, je crois. 2020. Ouais, c'est 2020. Été 2020 qui quitte l'OM pour signer au Bayern. Et rappelez-vous, il y avait des supporters dépressifs. Hein. Les gars, il y avait des supporters dépressifs parce qu'on a vendu Bounassar. Oui, qu'on l'avait pas vendu assez cher aussi. Oui, 10 millions, on leur a fait un cadeau. Mais rappelez-vous, les gars. Excuse-moi, Azir, après je te laisse. Rappelez-vous, nous, les gars, on avait match ce soir-là. C'était le lundi soir, le dernier jour du mercato. Et on sort du match. On avait gagné parce qu'on gagne tout le temps. Et on sort nos téléphones et on voit le tweet de Bouafsi qui dit Bounassar a pris l'avion vers Munich et il va signer au Bayern. Et nous, on fait, mais non, tu trolls et tout. Donc on regarde, c'était bien le macaron certifié et tout. Et sous le tweet, mais non, mais pourquoi on le vend la dernière journée du mercato? Comment on va faire? Mais arrêtez. Vas-y, Azir. Autre argument à mettre au crédit des révisionnistes, groupe auquel je peux aussi faire partie, hein, je ne m'extire pas du groupe, ça peut m'arriver, c'est la peur de l'inconnu en fait. Bounassar, tu l'as connu pendant X années, il était là, même s'il n'a pas toujours été bon, etc. Il était mort. Il part au Bayern. En plus, ça se dit, comment ça veut dire si le Bayern le prenne, ça veut dire qu'en fait, on l'a pas jugé à sa juste valeur. Ils ont vu un truc qu'on n'a pas vu. Voilà, exactement. Ils ont vu ce qu'on nous, on n'est pas capable de voir. Forcé de constater qu'un an et demi plus tard, on a vu la même chose tous. Et donc voilà, je pense que ça joue aussi dans cette envie de revisiter son passage à l'Olympique de Marseille et d'être inquiet quand on apprend qu'il va signer pour le Bayern Munich. Il y a un pote tout à l'heure qui m'a dit quand Bounassar il est rentré de la CAN à Munich, ils lui ont dit, tu sais, les joueurs croyaient qu'il avait été transféré, ils n'avaient pas remarqué son absence. Ils l'ont vu revenir et fait, oh t'es là toi. Non, en plus c'est pas vrai, ils lui ont fait une belle fête, mais tu sais, vu l'importance qu'il a dans le vestiaire, les mecs auraient pu se dire, mais il joue chez nous lui. Mais en plus, Bounassar c'est un cas rare, c'est tout le révisionnisme autour de lui ne repose que finalement presque sur un match. C'est son match contre Leipzig. Contre Leipzig. Ça repose quasiment que sur ça. Où il fait, d'ailleurs, il faut le dire, il fait une super première mi-temps. Il marque et il sort blessé un petit peu en héros. Genre là, je peux pas continuer. J'ai tout donné. J'ai tout donné sur le terrain de combat. Non, honnêtement, il y avait une période où il était bon. On parlait quand même de lui en équipe de France. C'est ce que j'allais dire. En vrai, la saison 17-18. Il fait vraiment partie des meilleurs latéraux de Ligue 1, c'est ça qui est ouf. Mais c'est incroyable quand même. Non, il fait vraiment une très bonne saison. Il faut pas non plus faire du révisionnisme inverse. Non, le révisionnisme, là c'est juste, excuse-moi Idriss, mais c'est juste le fait qu'il signe au Bayern, qui est l'un des plus grands clubs du monde. Et là, pour m'amuser, pendant que vous parliez, j'ai tapé Bounassar pas bien vendu sur la barre de recherche Twitter. Et je vous jure qu'il y a un débat. Est-ce qu'on a bien vendu Bounassar ou pas? Non mais je trouve ça ouf que la question ait été posée. Rien que le fait qu'on l'ait vendu, je suis content. Le fait qu'on ait trouvé de l'argent pour lui. Mais ça me fait penser à la rumeur Sakai à Tottenham à l'époque, où il parlait de poser, je sais pas, 5-10 millions, et il disait pas Sakai, c'est pas assez. Comment ça, c'est pas assez? C'est Sakai, les gars, il est gentil, tout ce que tu veux, mais déjà, c'est ouf que son nom il était associé à Tottenham, et même s'ils avaient voulu le prendre pour 2 millions, il serait parti. D'où ça aurait été mal vendu. Je sais pas. Il n'y a que nous, on sait pas vendre les joueurs. Il n'y a que nous. Sombrero, il nous dit la blessure sur Neymar. C'est vrai que Bounassar, grand fait d'armes, a blessé Neymar pendant 3 mois. C'est vrai. Bien vu. Il a fait faute aussi sur Di Maria avant le coup franc de Cavani. Est-ce qu'il fait pas... oui, voilà, c'est ça, j'allais dire oui. Mais même avant ça, il fait pas une connerie aussi. Non, Sanson avant ça, c'est Sanson qui est dans les 6 mètres et qui frappe à côté. Je sais toujours pas comment il a fait. Ah, mais justement, sans transition, on passe à Morgan Sanson. Ah, magnifique. Morgan Sanson, donc lui, il est parti, les gars, l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises. L'hiver 2021. Il n'a pas connu Sampaoli, lui. Il est parti avant que Sampaoli arrive. Sanson est rongé sous Sampaoli. Sampaoli, je pense qu'il finit à poil à tous les matchs. Parce qu'il va demander aux joueurs de courir 25 km. Il est trop content, lui. Déjà qu'il avait frôlé l'apoplexie. C'était ça, l'apoplexie devant l'examen. Légendaire. Oh là là. Incroyable. Crise cardiaque, mon pote. Les gars, sur Sanson,
Quoi dire, les gars, sur Sanson qui C'est déjà. toi qui vas parler là. En fait, le truc avec Sanson, c'est que même quand il était au club, il y avait déjà du révisionnisme sur lui. En disant oui, mais on l'a pas recruté pour ça, là c'est un marathonien, etc. Déjà, première question, bien vendu ou pas, les gars, Morgan Sanson? Mais vendu. C'est comme Bounassar, c'est vendu. C'est vendu, c'est le principal. Bah oui. Je dis juste 5 titularisations Première Ligue depuis qu'il a quitté l'OM. Voilà, même s'il y a eu une blessure au milieu. Devant l'incroyable James McGinn. Déjà, c'est John, et par contre, tu critiques beaucoup McGinn, mais c'est un bon joueur. Là. Il est horrible. Non, je suis pas d'accord. Tu peux citer d'autres milieux de Il y a Douglas Luiz, Luiz, donc j'ai pas envie, mais j'aime bien Douglas Luiz. Mais John McGinn, il est ignoble. Et en plus, je crois que sa dernière titularisation, là, c'est quand. Je sais pas si c'est pas contre Manchester où il y a Coutinho qui fait son premier match là. Ouais, je crois Sanson, il perd la balle, donc il y a but de Manchester qui mène 2-0. Il sort, Coutinho rentre et ils reviennent à 2-2. Alors, C'est le match où il sort assez énervant. Ouais, Oui, c'est c'est celui-là. celui-là. Ouais. En plus, il fait le nerveux quand il sort. Ouais. Oui, c'est ça. C'est celui-là, ouais. Ça doit être sa dernière titularisation, je pense, hein, parce que c'est compliqué pour lui. Ah, Mathieu, j'ai un cadeau pour toi sur le Twitch. Tu as un cadeau pour moi sur le Twitch. Salut alors, l'ami 13013. En attendant que ça s'affiche, je lis le commentaire de Zambo qui a pas tout à fait tort quand il me dit Sanson, le problème c'est qu'il a pris un abonnement à Basic Fit. C'est vrai que rappelez-vous, il est arrivé, il était tout. Ouais, bah, il a soigné une blessure et les préparateurs physiques de l'OM lui ont dit pour soigner la blessure, il faut que tu renforces le muscle. Et le problème, c'est qu'il a pas su s'arrêter. Alors attends, je vais lire parce que le tweet que tu vas ressortir, dont on parlait il y a quelques minutes, de 13, notre ami 13, qu'on salue, il nous dit selon la Provence, à l'Allianz Riviera, Jorge Sampaoli était au bord de l'apoplexie chaque fois que le cuir se dirigeait vers les pieds d'Olivier Ndia. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Non, t'arrêtes pas là. L'ancien international espoir semblait ne pas comprendre ce qui lui était demandé. La phrase est folle. Ce tweet est légendaire. Non, mais le journaliste qui a trouvé le terme apoplexie, franchement, faut lui donner le prix Albert Londres. Ça doit être Fabrice Lamperti qu'on embrasse. C'est un magicien, franchement, c'est énorme. Les gars, sur Sanson, quelque chose à rajouter ou... C'est peut-être pas le pire finalement sur le révisionnisme. Non, c'est pas le pire, mais moi je voulais le mettre là juste parce que t'as raison en fait. Le révisionnisme, il était déjà là quand il était là. Ben oui. Et juste pour signifier que c'est peut-être l'être humain qui t'a foutu le plus en rogne, toi Mathieu. Ouais. Parce qu'on va le dire à chaque fois s'il faut, hein, mais de nous quatre, parce que j'inclus Azir, parce qu'on a regardé pas mal de matchs avec Azir. Azir est quelqu'un de très calme dans la vie, mais devant l'OM, c'est autre chose. Eh ben, je peux jurer que Mathieu, devant les matchs de l'OM, Mathieu est plus calme qu'Azir. Eh ben, crois-moi, je n'ai jamais vu personne, moi et Ama compris, alors que nous on est des nerveux, s'énerver comme toi tu t'es énervé sur les passes ratées ou les courses vers la touche de Morgan Sanson. Oh là, j'ai ce souvenir, je sais pas si tu te rappelles, chez un autre ami Mathieu, lors de OM Saint-Etienne, tu sais, 3 jours après le Classico là. Oui, défaite 2-0. Oui. Oh, je crois ne jamais t'avoir vu à ce point énervé devant un joueur. Je le dis aux auditeurs, il y a eu des insultes qui sont parties. Ah ouais, j'ai pas pu me contenir. C'était incroyable. C'était terrible. Les gars, est-ce que vous avez des suggestions de joueurs là sur qui vous pensez là pour le révisionnisme? Moi, pour aller chercher très loin, après, je laisse passer. Kevin Strootman. Mais non, personne fait de révisionnisme. Ah non, quand il était en prêt au Genoa, pareil, il y a des gens qui commencent à dire non, mais à l'OM, pas le bon contexte ou je sais pas quoi. Oh, il était nul. Quand tu le vois, c'est le vestiaire, c'est pas parce qu'il a son professionnalisme. Oui, voilà, c'est pas parce qu'il a fait un bon match contre Cagliari ou je sais pas qui que ça veut dire qu'on a fait une erreur de laisser partir. Tu le mets où en plus dans le système Sampaoli? Tu le mets où là? En défense centrale ou rien? Non, mais non, c'était même avant Sampaoli, il part avant que Sampaoli arrive. Oui, je suis pas fou. Oui, il part avant. Ben même juste parce qu'il a fait un bon match que, je sais pas, la Gazzetta qui lui a donné 6 ou 7 sur 10, il y a des gens qui vont dire voilà quoi. Voilà quoi, il s'énerve. Voilà quoi. C'est l'un des plus grands flops de l'histoire de l'OM et il y a quand même des gens qui, par culture de l'instant et peut-être par posture, qui vont toujours te mettre en avant ce genre d'épiphénomène, ce moment isolé pour recréer l'histoire et la refaire. Ça me saoule vraiment. Je suis mort. Il y a Axel qui vient de nous envoyer un tweet dans le chat. Je vais l'afficher. D'un certain Roms, donc on te salue. Hein, alors le tweet date du 30 janvier 2022, donc très récent, c'est il y a 2 semaines. Et le mec nous dit, quand j'y pense, j'aurais adoré voir Sanson sous Sampaoli avec le volume de jeu qu'il avait. Voilà. Ah, c'est bon. Azir, vas-y.
Vous pensez qu'il est sérieux là, le mec Moi, je pense. Ouais, Après, ouais, Non, Axel, je pense qu'il est sérieux. Axel, les c'est le gens roi pour croient aller vraiment chercher. ça, ouais. Axel, c'est le roi pour aller chercher des tweets où il y a 0 réponse, 0 retweet, 0 like. Donc déjà, tu peux même pas savoir si les gens dans les commentaires pensent comme lui ou pas, mais je pense que c'est pas le seul à le penser en plus. Et voilà, Par contre- typiquement, le révisionnisme, voilà quoi. L'exemple parfait du révisionnisme. À quel moment, Ah, il a avant de à quel moment terminer- il a la qualité technique pour jouer là, Sanson? Il a rien à Oui, voir. en plus, Vas-y, avant de Ama, terminer vas-y. l'émission, on a parlé d'un nom en privé qui a été évoqué là à l'instant par Zombo le Dozo, qui dit Zombo, point d'interrogation. Et j'aimerais qu'on parle de son On cas. en a parlé au début d'émission. Non, c'était Ouais, c'est- non, hors c'est émission. En off? Ah, ok. C'est Ouais, hors c'était en émission, off, off. on n'avait pas commencé encore. Ouais. Mais c'est vrai que Zambo, c'est un cas particulier parce que finalement, le révisionnisme, quand il est parti, était peut-être pas justifié, mais bon, il est quand même en grosse progression, donc la Oui, question là, peut se poser. Non, oui, là maintenant c'est devenu un très bon joueur, mais maintenant c'est un meilleur joueur largement qu'à l'époque où il était à l'OM. À l'OM, faut pas refaire l'histoire, il était irrégulier, il avait, comment dire, un sens tactique qui était très moyen, même si on voyait qu'il taquinait déjà le ballon. Mais c'était pas un joueur fini à l'OM, donc l'avoir vendu 30 millions ou 35, je sais plus combien. C'est inespéré, c'est miraculeux. C'est inespéré, mais le souci, c'est que même un an après son départ, quand on a recruté Strootman et qu'on a vu que Strootman était un flop, les gens disaient « Ah, mais il fallait pas vendre Zambo ». Si, vendre Zambo, il fallait le faire surtout à ce prix. Après qu'il ait progressé et que ce soit devenu un joueur bien plus complet 2-3 ans après son départ, c'est autre chose. Mais ça ne change pas au fait qu'à l'OM, il était très irrégulier et que le vendre à ce prix-là, c'était au-delà de la bonne affaire à l'instant T où on le vend. Pour compléter ce que dit Amayas, il y a un truc aussi qu'une partie des supporters n'accepte pas, c'est que parfois, Amayas lui disait un peu en rigolant un peu plus tôt dans l'émission, mais il y a un joueur peut-être qu'à l'OM, le contexte ne va pas le convenir, et il va aller ailleurs, il va progresser. Ils ont le droit de progresser ailleurs qu'à l'OM. Et des fois, que voilà, à l'OM, c'était pas le bon moment pour eux. Peut-être que Zambo, voilà, comme l'a dit Amaïs, c'était un joueur irrégulier, c'était pas un joueur fini, un joueur professionnel aguerri, fini à ce moment-là. Mais le fait d'être parti, d'avoir permis à l'OM de renfouiller les caisses, d'être dans un autre contexte, dans un autre championnat, de rencontrer un autre staff, etc., ça lui a permis de progresser, de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, à savoir un très très bon joueur. Surtout donc, quand même à Fulham, ça s'est mal passé dans la ils ont le foulée. droit de progresser ailleurs. Mais rappelez-vous comme en ça, plus, c'est pas le révisionnisme qui sort tout l'été, enfin c'est même pas du révisionnisme, mais ça l'emmène, c'est Riyad Mahrez, quand il aurait pu signer à l'OM en 2013, mais la Brune n'a pas voulu. Et du coup, les gens disent « Ouais, l'OM, ils ont fait n'importe quoi. » Oui, mais en 2013, l'OM fait venir Payet et Thauvin le même été, sachant qu'il y a déjà Valbuena, les frères Ayou et Gignac dans la même équipe. Donc tu vas pas rajouter Mahrez dans tout ça. Et qui te dit que si Mahrez il était venu à l'OM, il aurait eu cette carrière-là et qu'il serait resté le Tout à joueur, fait. il serait devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Quand tu vois, faut pas mentir, faut dire ce qui est. En 2013, tu as Mahrez et Thauvin sur la même scène. Et à 99% des personnes prennent Thauvin. Mahrez, il est au Havre, il joue pas. Enfin, Oui, il est en Ligue 2, même il est sûr. à Leicester, Oui, qui est en oui. Championship. Et Thauvin, c'est un joueur beaucoup plus talentueux. 93. Et Thauvin, c'est un joueur beaucoup plus talentueux, il faut dire ce qu'il y a à l'époque. Sauf qu'après, il y a un mec qui a fait 7 ans à l'OM, dont 6 ans de salle de sport, et il y en a un qui est resté là-bas, à qui on a dit non, mais moi, on s'en fout de ton entraînement, joue au foot. Et donc derrière, là, les mecs ont des trajectoires de carrière différentes, et ça emmène le ah, mais si Mahrez il avait signé à l'OM, mais non, frérot. Alors les gars, avant de conclure, je vais vous donner quelques noms qui auraient pu figurer aussi dans ce débat-là sur le révisionnisme. Ouais. Je pense notamment, toi Idriss, tu voulais en parler, à Gignac, qui finalement Il aura son émission dédiée. Il aura son émission. Pourtant, je sais si je suis sympathisant d'André-Pierre Gignac, mais il faut avouer que son passage est peut-être un peu trop enjolivé. Rapidement, parce qu'on est à 1h17 d'émission, quand on parlait de Bamba Dieng sur le plateau du Phocéen, il y a des gens qui me disaient... j'avais pris l'exemple de Gignac. Parce que je disais, il y a des attaquants qui sont passés à l'OM, qui certes marquaient plus que lui, mais qui avaient aussi besoin de 3-4 occasions par match pour marquer un but. Et je sors l'exemple de Gignac. Et je vois dans les commentaires des « Oh, mais non, c'est pas vrai, pas Gignac !» Je dis « Les gars, vous vous rappelez des matchs ?» Moi, je les ai fait les déplacements, j'étais au stade, je les ai vécus, les matchs où Gignac ratait des face-à-face au point de pénalty et qu'il écrasait sa frappe en plus la plupart du temps. Mais voilà, Gignac, c'était pas toujours des papinades ou des frappes très bien enroulées au deuxième poteau. Des fois, c'était des frappes écrasées, tu sais pas pourquoi, des frappes sans calcium. Il ratait beaucoup d'occasions, Gignac, par match.
Parce qu'on rappelle Il que y a le mec, aussi- juste après je te laisse finir, le mec avait quand même une ligne derrière lui pour le servir, avec soit Gianelli Mboula, soit Benoît Chérou, soit Valbuena, soit Il a eu André Ayou, soit Payet. Il a eu Lucho aussi, hein. Il a eu Lucho derrière lui Lucho, aussi. il avait des joueurs pour le servir. Gigi. Psartek pour la Gigi. dernière saison, mais il y en avait 4 avant. On Vas-y, fera vas-y, on je fera te une laisse. émission spéciale géniale. Ah ouais, il aura Il y a aussi un joueur qu'on peut citer, bon, on va pas s'attarder dessus, mais Balotelli, les gars. Combien de fois j'ai vu des gens dire ah, mais on sous-estime son passage à l'OM, etc. Alors qu'on en a parlé dans cette émission très récemment, son passage n'a servi absolument à rien. Ouais, Mais- allez réécouter son passage dans l'émission sur les attaquants. il y a Voilà, 2 semaines. voilà c'est ça. Allez écouter l'émission Oui. des attaques, tout à fait. Ok, on peut citer. Est-ce que les gars, ça marche pour Lucas Ocampos? Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Au Ah. Campos, vous en pensez quoi? Bah, on en a parlé Je sais justement pas. dans le top 30. Ouais. Mais moi, Si, dans le top il y a 30, du- on en a parlé. Si, mais il y a Là- du révisionnisme dessus, vous trouvez? Un peu quand même. Parce que Au début, quand Au il début, flambait ouais. là, très tôt à Séville, là, on Ouais. disait quand même certaines choses. Ouais, ouais, je au suis d'accord final, avec Oui, Adir. Au fin- les gens occultent qu'il a été vraiment mauvais les 2 premières saisons. C'est même pas Non, moyen, c'est il vrai, était c'est- mauvais. Ouais, mais au final- Moi, il me prenait la tête, perso. Ouais, mais au final, les 2 dernières, elles rattrapent. Et je pense que personne n'oublie le début. Oui, je pense. oui, tout à fait. Et oui, puis elle surtout, rattrape. la dernière saison, je crois qu'il est Olympien de la saison en plus. 2018-2019, tellement il n'y a personne. Oui, qui- oui. Je crois que c'est lui crois. l'Olympien de la saison en plus. Ouais, ouais, C'était tout à le fait. En plus, il y a un truc avec Ocampos par rapport à son Hashtag profil Grita. combatif, voilà, déterminé, où il va faire travailleur et il est Marseille, c'est travailleur, en face, l'Argentine. travailleur, qui fait que dès qu'à un moment à l'OM, on va avoir des offensifs un peu nonchalants, ou quand l'équipe donne l'impression d'être moins combatif, oh, si on avait aidé Ocampos, eh ben, ce serait différent. Tu vois, il y a souvent, on Bah, va je vais sortir cette. Je vais reprendre ce que parole, dit quoi. Payet dans le dernier objectif match. Il dit on en a marre des guerriers, on veut des joueurs de ballon. Il a entièrement raison. Il parle de Dimitri. Kolasinac. Et enfin, les gars, j'ai 2 petits noms à vous donner alors qu'ils ne sont plus d'actualité. Mais il y a eu du révisionnisme sur eux, du gros révisionnisme même. Sitchef. Non, je parle déjà de Rémi Cabella, qui, rappelez-vous, quand on l'a Quel prêté à révisionnisme. Saint-Etienne, il y a des gens qui étaient en dépression alors qu'ils sortaient. Oui. Ah, on renforce les Oui, concurrents. C'est vrai, c'est vrai. Des gens qui étaient en dépression parce qu'on avait prêté Rémi Cabella. Non, mais sans Ouais, et en déconner. plus, il marque lors de son premier match avec Oui, Saint-Etienne oui, oui. au deuxième, et du Ah coup, oui. pareil, une flopée de tweets, et ouais, pourquoi on a laissé partir. Tout à fait. Alors qu'il était nul. Et un autre, là aussi, des gens dépressifs prêts à se mutiler parce qu'on n'a pas fait signer William Vainqueur, les gars. Rappelez-vous, il y avait aussi Ah, des moi, gens j'étais dégoûté. C'est vrai. Moi j'étais dégoûté, c'est bon vrai. pas non plus aux larmes, hein, mais franchement j'étais dégoûté, moi le mec était Et il joue encore, William Vainqueur, d'ailleurs. Il joue Ouais, encore. je sais pas du crois tout. Je crois qu'il est aux Ah. Émirats, vérifier. Ah, écoute, je vais regarder tout de suite William Mais Vainqueur. au final tu le remplaces par Luis Gustavo, donc bon c'est pas grave. Mais en vrai j'étais dégoûté, il est trop fort la saison où il est là, William Ah, Vainqueur. il est sans club. Il est sans club Miskin. depuis son départ de Antalyaspor en août On 2020 l'embrasse, quand William même. Hein. Vainqueur. Donc ça crée quand Attends. même. Je crois que je vais essayer de le ramener dans l'émission, il y a moyen en vrai. Vas-y, on en parle. Mais au final, il n'y a pas du révisionnisme sur 90% des joueurs. Ouais, je pense. Ouais. Ah, si on en vient à citer William Vainqueur, ouais, je pense qu'il y en a. D'ailleurs, les gars, selon vous, qui seront les prochains là Ah, des Rougier. gens qui ont quitté récemment l'OM ou qui vont quitter l'OM, on le sait bientôt, Alvaro. et qui, selon vous, Alvaro, moi, c'est le number one. exactement. Alvaro, il va partir, ça va être Oui. Nesta. On a laissé partir Allez, Nesta. Alvaro, aussi, c'est ouais. gros comme une maison. Alvaro. On a Alvaro, laissé c'est partir sûr. Puyol. Vous allez voir. Alvaro, c'est Le sûr. capitaine, le garant des valeurs et tout. On a laissé partir. Chalet Tatsar, je suis d'accord aussi, Ama. C'est sûr qu'il va y avoir. Oui, il y a tout le monde, il y a quasiment tout le monde qui veut le voir partir à chaque mercato, mais quand il va partir, il va faire 6 bons mois à Southampton ou je sais pas où. Tu sais, tu on vas le dirait, voir, voilà. ouais. Tu vas le Et voir voilà. marquer un but de la tête avec West Ham contre Burnley, tout le monde va te dire, et voilà, et oui, ça y est. Ouais, C'est un vrai, tacle- Axel a un tacle raison. ravageur sur un attaquant de première ligue, là, sur je sais pas qui. C'est vrai, Axel a Nielsen complètement Kunku- raison. Nielsen Kunku, après son match contre Chellington Rovers en D9 anglais. Et ouais, on a laissé partir le remplaçant dans ma vie pour faire signer un Gaga Tomo là. Un gâteau, putain, quelle époque ça aussi. Gatomo, Richard Richard. Richard Greg- Richard. Great teacher. Jonathan Le Macardy, si prochain- tu nous entends. Le T'es prochain content, joueur passe pas. qu'on vendra à bon prix, ouais, tout à fait. Bah, donc, Chalet Tatsar, sûrement. Sombrero qui nous dit gros révisionnisme en vue sur l'Irola, sa première demi-saison. Ouais, Ouais. Sampaoli l'a tué. Moi, j'ai un nom aussi, là, les gars, ça me fait mal au cœur parce que j'aimais bien, mais bon, je pense qu'on va y avoir droit, c'est Benedetto. Hein. Parce qu'en plus, il a fait son premier match, il a marqué déjà. Non, avis, je pense que ça va s'atténuer ça. Par contre, Milik, ouais, on n'a pas su l'utiliser. oui, c'est sûr, Sampaoli lui ça. a fait goûter le bain. Bon, ça pour le coup, ça serait pas faux. Ah, c'est vrai, il y a moyen. Euh, Il y a moyen. Milik, je suis en train de réfléchir qui d'autre.
Ouais, Luis Enrique aussi, c'est tout tracé. Mais je pense que Alvaro, c'est le number one. Alvaro, numéro 1. Alvaro, c'est vous allez sûr. voir, il va partir. On aura perdu le meilleur défenseur de l'histoire du C'est club. sûr. Et Luis Enrique, parce que je pense qu'il Alvaro, va... je pense que ça va commencer même avant qu'il parte. Parce que là, il va plus être trop. Il est plus dans les plans du coach et tout, etc. Et dès qu'il y aura des moments vraiment compliqués, s'il y en a, eh ben, ça va dire il n'y a plus le taulier, tu vois, il n'y aura plus le. On voit déjà les phrases. Il n'y a plus le taulier, celui qui tient le vestiaire, le relais du staff et tout, etc. Il n'a plus la confiance, donc il ne peut pas consolider le groupe et tout. Déjà, c'était la défaite. Après Nice, ouais, on manque de caractère sur le terrain, pourquoi il n'y a pas Alvaro vous allez voir, en mars 2024, quand Paris va nous mettre un 4-1, je sais pas où, ça va sortir les montages avec lui, les altercations avec Neymar. C'est ça qu'il nous fallait, c'est ça. À l'époque, il bougeait pas en face, alors que Alvaro, son premier classico, il y a 4-0 pour Paris. Bah, écoutez les gars, on va conclure sur ça. D'ailleurs, non, dernière question, est-ce que selon vous, il y a un joueur pour qui un révisionnisme serait au contraire justifié? Quelqu'un qui vraiment, selon vous, on a sous-évalué ou même surévalué. Est-ce que pour vous, il y en a un sur qui vraiment c'est pertinent? C'est difficile, hein. C'est difficile. J'ai essayé d'en trouver. Gomis peut-être, quand vous l'avez évoqué dans l'épisode sur les attaquants, peut-être Gomis, peut-être que c'est vrai, ça marche. Ça marche pour Gomis. C'est vrai qu'il fait une saison à 21 buts et qu'on a un petit peu dénigré, c'est vrai. Tu sais quoi? Laurent Bonnard. On aurait pu le citer pendant l'émission. Non, mais toi, t'as pas participé à l'appel pré-top 30 où il y avait où on a parlé pendant une demi-heure de Laurent Bonnard avec Mathieu. Mais tu sais quoi, j'ai envie de citer Zambo, mais dans l'autre sens en fait. Parce que autant il y en a qui disent ouais, on a laissé partir Yaya Touré, autant il y en a qui essayent vraiment de le faire passer pour un peintre, balle au pied, alors que le mec titulaire à côté de Luis Gustavo, il s'est rendu indiscutable dans cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens, un peu la lecture autour de Zambo. Limite, dans l'impression que c'est Ibrahima Sangaré le mec, alors que c'est un vrai joueur, quoi, Zambo. Oui, il y a un petit réveil. Un très bon joueur. Alors, je peux pas laisser passer ça. En plus, Mathieu, il est claqué, Ibrahima Sangaré. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ça fait 3 ans qu'on a cette discussion, c'est bon, arrêtez-vous. Sangaré, c'est peut-être le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire depuis un an ou deux. Ah, tu parlais de Sangaré du PSV? C'était à Toulouse. Ah, c'est un bon joueur. Ah, c'est un bon joueur. Tu ne crains le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, c'est Sérédier. Juste pour la musique. Pagis, à force de dire qu'il est sous-coté, on dirait que c'est Cantona, c'est pas faux. C'est vrai, Axel. Ouais, Pagis, ça marche aussi. Moi, il était remplaçant, Pagis. La plupart de son temps, l'OM, il est remplaçant. On va conclure sur ça, mais alors c'est pas vraiment du révisionnisme, mais moi ça me rend un petit peu triste pour lui. Je trouve qu'on bâche trop gratuitement Thauvin quand même, hein, les gars. Les gens nous sont... on arrête l'émission là, et c'est bon. Sur un côte, il faut. Non, c'est vrai. C'est trop facile. Ben oui, ben alors. Quand c'est facile, tu mets le plat du pied, le ballon, voilà, réglé. Non, mais je sais pas quand est-ce qu'il y a récemment, là j'ai vu toujours sur Twitter d'ailleurs. Je sais pas, je crois que c'est l'OM qui a tweeté sur lui et tout le monde disait, en dessous disait ah c'est qui, on s'en bat les couilles. Ah, les gars. Moi des fois je le fais pendant le live du Phocéen, genre tu sais quand on galère à marquer ou quoi, je fais en vrai est-ce qu'il manque pas une Thauvin dans cette équipe juste pour foutre la merde et après le chat ça. Après non, jamais de la vie je le reprends à l'OM, mais que ça soit bien clair. Mais bon ça va, un peu de respect pour ceux qui ont été bons sur le mode de l'OM les gars quand même. J'arrive pas à trouver, c'est vrai que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure. En fait, le truc, c'est vu qu'on voit assez peu de très bons joueurs, faut dire ce qui est, qu'on les glorifie assez facilement. En fait, nous, on a tendance à être, comme disait Azir, être plus dans la nostalgie que dans le matraquage gratuit. À part sur Thauvin, mais là, pour le coup, je participe. Si vous en avez sur ceux qui nous écoutent là sur le Twitch ou même en podcast, n'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter si vous avez l'idée de joueurs qui mériteraient justement un révisionnisme. Ça m'a popé comme ça. C'est évalué. Non, il est évalué à sa juste valeur, je trouve, non, N'Golo, son passage. Il était fort quand même. Oui, il était fort, mais je pense que tout le monde s'accorde à le dire. On parle d'un mec qui a regardé Thiago Silva droit dans les yeux quand même, sur une saison, certes. Bon, bref. Ça vient de me popper, en vrai, je vous le soumets, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense qu'Idriss, on va aller regarder Inter-Liverpool, non? Ouais, là, dans 1 minute 33. Donc, le montage de l'émission, ça sera fait après. Hein. Vous l'aurez demain matin, pas de suite.
Voilà, tout à fait. Et ceux qui nous écoutent en podcast, comme je disais, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour ces joueurs qui mériteraient peut-être un certain révisionnisme de leur passage à l'OM. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine et donc on va commencer le flop 30, le top 30 donc des pires joueurs. Alors, on vous expliquera un petit peu les critères, etc. Donc soyez au rendez-vous. Alors pas lundi parce qu'on a match, mais ce sera mardi certainement. Mardi prochain, mardi 22. Soyez au rendez-vous, ce sera le début du flop 30. Voilà. Écoutez, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Oh.